Je parle de ça ici parce que personne ne pourra t'expliquer puisque c'est moi le spécialiste mondial là-dessus. Vraiment, c'est la bête, je suis le meilleur. This meeting is being recorded. Pourquoi c'est dit en deux langues? Je sais pas. Salut Bon, Anthony. On salut, fait ça va? on Bon, fait les épaules. on se retrouve pour les épaules. C'est notre, je sais pas, 6 septième épisode. Ouais, de toute façon, on pourra en profiter pour en faire d'autres. Et d'ailleurs, peut-être qu'on aura la chance de pouvoir en faire en direct en salle aussi pour faire les démonstrations, puisqu'il y a beaucoup Ouais. de gens qui nous ont demandé qui nous ont dit en tout cas que c'était dommage que les vidéos elles soient pas tournées en salle avec les démonstrations. Bon, faut le dire, on a une réalité géographique, hein, on est quand même un peu loin l'un de l'autre, C'est vers mais Lyon. ouais, vers Lyon, et puis toi, tu Moi, es en Hongrie, voilà. je suis entre Budapest et puis le sud de la Hongrie et la frontière roumaine. Voilà, donc on est un peu loin, mais si je viens en Hongrie ou si tu viens en France, on aura l'occasion de faire toutes les vidéos, d'essayer de les faire, enfin on les fera en salle, on pourra faire les démonstrations, ça viendra, voilà, on peut dire aux Ouais, on gens en que rajoutera. c'est prévu, voilà, que c'est quelque chose qu'on va faire sur le long terme, hein. On ne fait pas ça sur le court terme, c'est un projet long terme qu'on fait, quelque Ah chose oui, de voilà. complet, C'est sur des années en vérité. On fait voilà, des programmes et puis chaque fois on en rajoute, on améliore, un peu comme on a fait pour les bouquins, hein. c'est ça. C'est des choses qui se font sur des années. Et alors bien sûr, si je montre des trucs en salle, comme j'ai tout le temps, comment tu t'entraînes Fred, hein, je vais vous dire, ne faites absolument pas comme je m'entraîne, parce que chacun est plus ou moins différent, et étant donné ma mobilité restreinte d'épaule, je vous conseille absolument pas de faire comme moi. Alors, ça a des avantages puisqu'elle est tellement peu mobile qu'elle s'abîme peu, tu vois. J'ai des blessures, j'ai des pathologies d'épaule, mais ça ne me gêne pas trop, ça me bloque, je suis bloqué par endroits. Donc étant bloqué par endroits, il y a beaucoup d'exercices qui me sont impossibles à faire. Justement, aujourd'hui, on va parler des épaules et c'est l'occasion d'annoncer que bah, sur le site méthodedelavier.com viennent de sortir à l'instant où cette vidéo sera publiée les programmes spécial épaules, puisqu'il n'y en avait pas au lancement. Vous avez sur le site les programmes spécial bras, biceps, triceps, avant-bras, pectoraux, trapèzes. Et maintenant, donc, il y a spécial avant d'épaule, spécial milieu d'épaule, spécial arrière d'épaule et spécial épaule complet. Et donc, on va faire cette vidéo pour bah, aller avec ces programmes finalement et parler. Tu vas nous parler de l'épaule en général, donc des blessures, de comment les éviter, comment la renforcer, comment les développer, un petit peu tout ça. On peut peut-être commencer par ce que tu disais là. Tu expliquais que tu as une mobilité d'épaule, toi, qui est restreinte, mais on peut expliquer que bah, l'épaule, pourtant, c'est une articulation qui, de base, est très mobile. C'est peut-être la zone la plus, enfin, c'est la zone la plus mobile et c'est ce Ah ouais. qui pose souvent problème. Bah, c'est toi l'expert, bien sûr, donc je te Non, laisse non, nous parler de c'est ça. la zone la plus mobile du corps humain, puisque c'est avec les bras qu'on va attraper des objets, se protéger et fabriquer des outils et lancer surtout, puisque l'homme est un lanceur et on a une épaule qui est faite pour lancer, hein. On n'a pas une épaule qui est faite pour grimper. On grimpe encore, heureusement, puisqu'on est issu d'ancêtres grimpeurs, hein. Bien que les gens disent oui, il n'y a pas d'évolution, bon, l'homme ne descend pas du singe, on ne te dit pas que l'homme descend du singe, on te dit qu'il a un ancêtre commun avec les singes actuels, alors, et un ancêtre relativement proche avec les chimpanzés, c'est-à-dire à 7 millions d'années, à peu près 6-7 millions d'années, avec des introgressions de gènes, hein, puisqu'ils ont continué à se métisser un peu, les branches se sont séparées, hein, et il y en a qui ont donné les hommes et les autres qui ont donné les chimpanzés il y a 7 millions d'années, mais ils ont continué à copuler pendant presque 1 million d'années, en vérité, plus ou moins entre eux, hein, occasionnellement, ce qui a laissé quand même quelques traces. Donc bon, maintenant on peut plus se reproduire avec des chimpanzés, hein. On est trop éloigné génétiquement, mais quand Je les pense limites, que je pense que c'est interdit par la loi. peut-être pas celle des chimpanzés, celle des humains, hein, mais ça sera Oui. stérile. C'est stérile. Et autrement, ça fait partie de la zoophilie. Donc, on ne le fait pas. Donc, de toute façon, bon, après, la lignée s'est séparée, mais c'est marrant à savoir que pendant encore plutôt 1 million d'années, ils étaient, hein, on sait qu'ils ont été plus ou moins encore interféconds. Mais ce n'étaient pas des chimpanzés, c'était des ancêtres de chimpanzés, des ancêtres humains, hein, qui ont donné d'un côté les chimpanzés, d'un côté les hommes. Les chimpanzés sont restés arboricoles, les hommes ont commencé à arpenter la savane. Et en arpentant la savane, on a perdu certaines particularités des épaules de nos ancêtres primates qui sont faites pour grimper.
hein, c'est des épaules extrêmement mobiles. Et par contre, on a gagné une épaule qui est particulièrement adaptée au lancer et en même temps au déplacement bipède. Alors, les épaules des singes, hein, nos plus proches ancêtres, hein, les chimpanzés, hein, nos plus proches cousins, pardon, qui ont un ancêtre commun, donc c'est-à-dire les chimpanzés, pas nos ancêtres, hein, c'est nos cousins. Et ben, eux, ben, ils peuvent quand même lever facilement les bras. Ils n'ont pas d'acromion. L'acromion, c'est ça. Hein. Ils ont pas d'acromion. Hop, l'articulation de l'épaule est là. Hein, tu vois. Et ils n'ont pas d'acromion couvrant. Ils ont un acromion qui est beaucoup plus espacé et qui est beaucoup plus haut, vers le haut, tu vois, et qui ne bloque pas quand tu as l'humérus qui se redresse. Ben, ça ne va pas. Est-ce que j'en ai des humérus là? Je dois en avoir un quelque part. Tiens. Un bel humérus. Alors, ce n'est pas le bon. Hein. C'est un gauche et un droit, mais tu vois. Donc, on va lever, on va frotter, on va cogner. Ben, lui, il peut lever en plus, tu vois, facilement, parce qu'il n'aura pas d'espace, il n'aura pas d'acromion couvrant ici. Et en plus, l'orientation de l'articulation va être plus vers le haut. Donc, il a plus de facilité à lever le bras. Puis en plus, quand il est à quatre pattes et il se déplace à quatre pattes, il a plus de possibilités aussi de ramener sa patte en avant pour s'appuyer et puis il marche sur ses phalanges, comme on l'a dit, hein, s'il fait une position relativement relevée. Donc, lui, il peut grimper facilement sans avoir de frottement. Nous, si on grimpe, certains peuvent, ben, ils vont avoir quand même, certaines personnes, des frottements et après des arthroses et des problèmes. Pas tout le monde, bien sûr. Et en plus, l'espace entre l'articulation, qui est ici, hein, de l'articulation de l'épaule et l'acromion, peut être variable en taille selon les individus, ce qui fait que la mobilité dans le lever de bras va être variable d'un individu à l'autre, ce que n'ont pas absolument pas les singes, hein, puisqu'eux, ils peuvent lever sans cogner cette partie qui va être beaucoup plus vers l'intérieur et qui ne va pas gêner les mouvements de circonduction. Circonduction, ça fait bien, c'est comme ça, de l'humérus. Donc, c'est un énorme avantage qu'ont les singes pour grimper. Quand tu vois des mecs qui disent « Regardez, je retourne à mon état primal en sautant dans les arbres, nous sommes faits aussi pour ça. » Non, on n'est pas fait pour ça. Toi, tu peux le faire, peut-être des possibilités de le faire, mais tu n'es pas fait pour ça. Et on peut voir aussi que même l'omoplate chez les singes est orienté comme ça pour pouvoir grimper, puis aussi marcher à quatre pattes. Alors, particulièrement chez les orang-outans, ils ont un ancêtre encore plus éloigné, commun que nous avec les chimpanzés, hein, et eux, ils passent très peu de temps au sol. Donc, c'est vraiment parce qu'ils se déplacent en permanence dans les bras. Donc, en redescendant au sol, donc en arpentant la savane, hein, c'était à l'époque des australopithèques, tu vois, donc il y a 3 millions d'années, ouais, et donc ça s'est terminé après 3 millions d'années, ils ont fait la transition humaine, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de grimper aux arbres, mais ils étaient bipèdes depuis longtemps, mais ils continuaient à grimper aux arbres, donc ils avaient une articulation de l'épaule très proche de celle des chimpanzés. Donc nos ancêtres bipèdes, les plus anciens, avaient une bipédie qui n'était pas humaine, mais qui était très correcte. Hein. Ils marchaient debout sur leurs deux jambes, ils marchaient, ils ne couraient pas très bien, mais ils continuaient à grimper dans les arbres et avaient donc des épaules quasiment de chimpanzés. On met en comparaison des épaules d'australopithèques, c'est Dima, mais tu peux mettre aussi Lucie, hein, avec des épaules de chimpanzé, c'est pas tellement éloigné des épaules de chimpanzé. Tu vois, ce sont des bipèdes, mais qui continuent à grimper aux arbres. Et comme je te l'ai dit, à partir du moment où ils commencent à avoir la fermeture du poing, hein, bon, prendre un os, tu vois, et fermer comme ça. Hein, les autres, c'est un tout petit pouce, ils tiennent comme ça. Hein, je te montrerai les dessins, tu vois, parce qu'ils ont un tout petit pouce atrophié, donc ça tient mal. Et eux, ils ont la fermeture du pouce, donc ils peuvent à ce moment-là se balader au sol, ils continuent à grimper, mais taper très lourd parce qu'ils grimpent, très fort parce qu'ils grimpent. Donc comme ils grimpent, comme je te l'ai expliqué, le système de ramification nerveuse n'est pas encore super développé, donc ils ont un système nerveux qui est fait pour la force, donc se tirer très puissamment, hein, dans les arbres. Donc ils ont une commande nerveuse pour un maximum de fibres musculaires, des muscles du grimpé, c'est-à-dire le dos, le grand dorsal, le biceps, tout ce que tu veux, qui va être peu, en fin de compte, ramifié pour pouvoir travailler en pleine puissance. Tu vois, une commande neuromoteur va entraîner la contraction d'un maximum de fibres musculaires, faisant à ce moment-là une puissance quasiment de powerlifter, hein, j'exagère, ou de sprinter du dos, qui va pouvoir, à ce moment-là, contracter un maximum de muscles en même temps. Donc, avec cette fermeture point, ils grimpent, ils perdent les mains au crochet, ils ont cette fermeture point, et à ce moment-là, ils peuvent aller en savane, tu vois, armés d'os ou de bâtons, et à ce moment-là, ils continuent à grimper, ils sont très forts, et en plus, ils tapent très haut de haut en bas, tu vois. C'est la même fonction, grimper et taper de haut en bas, mais on ne lance pas, hein, on n'a pas cette rotation. Et le fait de taper de haut en bas va les rendre quasiment invulnérables, et à ce moment-là, ils ne vont plus grimper dans les arbres,
tu vois. Alors c'est surtout les mâles. Les femelles restent avec leurs petits dans les bras puisque la bipédie pose un problème. Donc à ce moment-là, n'ayant plus ces problèmes, l'épaule de vulnérabilité aux prédateurs, ben, l'épaule qui nous intéresse en musculation et qui va devenir une épaule humaine, va devenir donc une épaule humaine puisqu'ils n'ont plus à grimper étant donné qu'ils sont devenus quasiment invulnérables, hein, j'en rajoute un peu, mais beaucoup des proies beaucoup plus dangereuses, hein, pouvant casser une tronche, hein, un nez de prédateur de taille moyenne, même gros des fois, hein, donc ils sont plus tellement recherchés comme nourriture principale, ou nourriture en tout cas, pour les prédateurs qui arpentaient les savanes africaines. Donc du coup, ils ont cette libération des mains, hein, ils ne grimpent plus, donc du coup ils perdent leur capacité à grimper, mais ils vont trouver d'autres avantages et des sélections aléatoires vont être sélectionnées, hein, dans facilitant d'autres fonctions au niveau de l'épaule, dont le lancer. Donc on n'a plus à taper de haut en bas et à grimper, on peut taper de haut en bas, mais en plus, on va avoir une épaule qui va pouvoir être un peu différente et on va commencer à lancer des cailloux pour se défendre ou même après attaquer et chasser, hein. On va à ce moment-là avoir une modification de l'angle de travail de l'épaule. On ne va plus faire comme ça en permanence. L'épaule va surtout travailler pour le lancer et on va progressivement se modifier structurellement au niveau de l'épaule pour avoir une épaule de lanceur permettant de se défendre des prédateurs en lançant tout ce qu'on trouve, hein, des pierres, et en lançant de façon de plus en plus précise pour finir par pouvoir tuer par le lancer. Il faut savoir que l'homme, hein, est le seul animal qui a cette capacité, hein, de tuer à distance, pas se lancer, et on est morphologiquement sélectionné pour tuer à distance. On n'est pas des gentilles bêtes, on est des sales bêtes, hein. Et toute notre épaule est faite pour ça, lancer. Et alors, elle est faite pour ça, jusque dans la structure même de l'épaule qui accumule des tissus élastiques dans l'articulation, hein, mais aussi dans la structure d'articulation, dans les ligaments et les muscles, et les grands pectoraux, par exemple, hein, qui sont aussi très, on ne parle pas des pectoraux, mais qui sont très, avec beaucoup de fibres tendineuses, de fibres élastiques quand même, surtout vers le niveau de leurs tendons, hein, mais aussi un peu à l'intérieur, et les épaules, toute cette partie-là est faite pour lancer. Et l'épaule est faite quand même pour grimper et pour bouger dans tous les sens, pour pouvoir aller chercher des objets, des fois un peu grimper, mais plus c'est fini, le grimper dans les arbres. On est fait pour lancer. Est-ce qu'à partir de là, on pourrait dire que du coup, l'homme actuel, l'homme avec un grand H, a une épaule qui est beaucoup plus fragile quand elle est en position bras au-dessus de la tête. C'est-à-dire tous les mouvements, du coup, avec les bras au-dessus de la tête et les activités avec les bras au-dessus de la tête, type on pourrait parler d'escalade, on peut peut-être parler de handball, basketball, etc., sont des mouvements qui vont mettre l'épaule en position de faiblesse, du coup, finalement, Bah oui, et de blessure potentielle. puisque dans la vie, on ne grimpe plus. Et en plus, comme on ne grimpe plus, on a une protection qui va se mettre sur le dessus de l'épaule pour éviter les coups verticaux, hein, qui peuvent arriver, hein. Donc, on va avoir un acromion qui va être couvrant pour insérer bien sûr des trapèzes parce qu'on a les bras suspendus en permanence, hein, tu vois. Donc, ça va partir un peu plus loin, donnant une possibilité de lever facilement les trapèzes, une plus grande mobilité des clavicules aussi, avec un allongement des clavicules. Pourquoi? Parce qu'on est bipède, donc cet allongement des clavicules qui donne des larges épaules, hein, aux hommes par rapport aux chimpanzés qui ont un peu comme moi la tête dans les épaules. En vérité, je suis large d'épaule, mais on va avoir ces espèces d'épaules en porte-manteau, hein, qui ont comme fonction aussi, et ça paraît très con, mais c'est vrai, de jouer un rééquilibre, tu vois, de participer au rééquilibrage, hein, un peu comme les équilibristes avec leur perche, hein, qui sont qui traversent Les funambules, ouais. Je vois. Ouais. voilà, les funambules, tu vois, bah, nous, on a des épaules pour justement contrebalancer les mouvements pendulaires des jambes dans la bipédie. Donc, quand tu avances une jambe, bah, tu as l'épaule qui part de l'autre côté pour garder un équilibre et c'est particulièrement important. Donc, L'allongement des clavicules, ça serait aussi une adaptation à cette bipédie pour l'équilibre, pas que pour les épaules. Ok. C'est aussi une adaptation à l'équilibre, Ah, hein, très intéressant. Ok. ça va courir de plus en plus. Donc, on a un allongement d'épaule qui est une adaptation à l'équilibre pour compenser les mouvements pendulaires des jambes, hein. Donc, on a un mouvement de compensation des épaules. Et plus on a les épaules larges, plus la compensation se fait bien, plus on marche d'une façon équilibrée et économique. Et avec cet acromion qui protège en même temps l'articulation de l'épaule,
permet d'insérer aussi des muscles du deltoïde, permettant de lancer ou de tirer l'épaule en arrière, ou même de marcher, puisque le deltoïde va participer aussi à la marche et à la course, plus qu'au développement, plus qu'au déplacement à quatre pattes ou au grimper, ça participe. Tu vois, les sprinteurs comme Usain Bolt, ils ont des grosses épaules, les mecs, parce que c'est des muscles qui sont mis à contribution pour pouvoir courir très vite. Tu avances en avant, tu recules en arrière, arrière d'épaule, tu vois, avant d'épaule, ça joue énormément dans le déplacement. Alors maintenant, on est dans des bureaux, on ne fout plus rien, mais à la base, on se déplaçait toute la journée, donc on avait besoin de ses épaules. Puis quand on avait une vie de chasseur-cueilleur, on avait besoin aussi de ses épaules, comme quand on a une vie d'agriculteur, à partir de moins 10 000, tu vois. Donc c'est important. Plus cet acromion qui vient protéger et qui gêne tous les mouvements pour monter vers le haut. Ce qui fait qu'on va avoir des frottements et des possibilités d'arthrose de l'épaule par compression de tous ces petits muscles, plus ou moins gros, qui mobilisent l'épaule, particulièrement le supra-épineux et l'infra-épineux. Le supra-épineux, il est dans cette fosse, tu vois, cette grosse fosse, c'est un gros steak qui est dedans, qui vient s'insérer ici, sur l'humérus, tu vois, là, tu vois, ici. Un gros steak qui est là, tu vois. On ne le voit pas, on le voit de dessus, tu vois, comme ça, hop. Là, ici, c'est rempli de viande, et ça vient ici, sur l'humérus, et ça s'accroche là, tu vois, hop. Et ça vient tirer l'épaule, amorcer le mouvement des élévations latérales, par exemple, tu vois. C'est un mouvement qui participe à tout en déplacement. Et après, tu as l'infra-épineux qui est derrière, qui est ici, là, tu vois, dans la fosse sous-scapulaire, là, et qui vient, à ce moment-là, ça va toucher, voilà, c'est le mauvais humérus, mais c'est pas grave, ici, pour rotationner l'humérus vers l'arrière et particulièrement utile dans les mouvements de rééquilibrage du bras, de position du bras pour bien lancer. Tu vois. Alors évidemment, ce muscle qui est ici, quand tu vas placer ton bras en avant, particulièrement en développé couché, tu vois, il va raboter, puisqu'il va être tiré de l'arrière, qui est ici, vers l'avant, et il va passer là, sous l'épine scapulaire, et il va commencer à frotter. Il y a une voûte ici, ostéofibreuse, qui passe de là à là, participe aussi à la protection, et tout ça va frotter ici et générer des inflammations, parce que l'épaule, c'est le deltoïde, mais c'est aussi d'autres muscles, c'est l'infraépineux, c'est le supraépineux, qui vont être particulièrement mises à l'épreuve s'il n'y a pas beaucoup d'espace, et qui vont être frottés, irrités, inflammés, avec des tendinites. Les mecs, j'ai mal à l'épaule, en permanence, on a mal la nuit quand on dort, quand l'épaule se relâche, ça retombe, ça craque, ça fait mal. Ça se calcifie, surtout l'infraépineux. Quand on a inflammation, calcification, tu peux toucher, ça fait crac, 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 crac. Le calcium qu'il y a dans ce tendon qui est inflammé par les frottements, ça ne s'enflamme pas tout seul, frottement, inflammation, parce qu'on n'est pas fait normalement pour lever en permanence le bras ou pour avoir des activités en permanence sportives, comme ça. Et particulièrement dans tous les sports, on va pousser vers le haut, on va lancer. Et là, on va s'user particulièrement l'infra et quand on lève latéralement, le supraépineux. Ça participe au problème d'épaule. Donc, il faut bien faire attention. D'une personne à l'autre, ça varie. Certaines personnes ne vont pas du tout se générer d'inflammation quand ils vont lever les bras. Il y en a, ça n'a jamais rien à voir de leur vie. Et d'autres, par leur conformation, avec un acromion plus ou moins couvrant, mais pas que. C'est l'acromion qui va partir plus ou moins loin, ici, et justement limiter les mouvements d'épaule, donc faire que l'épaule va cogner. Alors l'humérus va cogner, mais c'est pas l'humérus qui cogne, c'est d'abord tous les tendons qui mobilisent cet humérus qui vont frotter. Donc ça peut poser des problèmes parce qu'on a cet acromion courant, mais on peut avoir un acromion pas tellement courant avec simplement un manque d'espace acromioclaviculaire ici. Et alors là, ça va aussi poser des problèmes, ça va être gênant aussi. Tu vois. Donc, l'épaule humaine est une épaule problématique puisqu'on est passé d'une position de grimpeur et de quadrupède, plus ou moins, même si on se relevait avant, à une position de bipède qui s'est mis à lancer et qui ne grimpe plus. Donc, toutes les montées d'épaule sont souvent problématiques maintenant, pas toujours, mais souvent, parce que on a eu une transition et l'évolution est toujours en cours, et on peut avoir des problèmes. Est-ce que sur cette particularité génétique que tu disais, ça peut déterminer aussi le fait que tu sois plus ou moins performant dans un sport? Par exemple, si je reprends l'exemple du handball ou du basketball, où tu vas être constamment finalement les bras en l'air avec en plus des chocs, parce qu'on va venir te contrer, etc. Est-ce qu'il ne faut pas, pour pouvoir durer et performer dans un sport comme ça, que tu aies cette particularité génétique de ne pas avoir justement l'épaule fragile? Parce que sinon, est-ce que tu vas être en capacité de performer? Oui, Est-ce que ça joue?
as parfaitement raison. Bah, si tu n'as pas la morphologie pour, tu peux t'amuser au handball, tu peux t'amuser au basket, hein, mais évidemment, tu risques d'avoir des problèmes à la longue par frottement, hein. Donc il y a bien sûr un facteur morphologique, un facteur génétique, hein, qui va faire que tu vas être performant dans certains sports parce que tu ne vas pas te blesser, tu ne vas pas avoir d'irritation, de frottement, parce que tu es bien conformé pour pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Un haltérophile a une très bonne mobilité d'épaule, ce qu'on ne demande pas forcément à un powerlifter qui va faire du développé couché, hein. Donc les morphologies, bien sûr, ne vont pas être les mêmes. Un bon basketteur, hein, en général, bah, il va avoir une bonne mobilité d'épaule, c'est-à-dire en vérité, c'est une possibilité bah, de monter le bras à l'humérus sans que ça frotte sur la voûte ostéo-fibreuse acromio-coracoïde, tu vois, l'apophyse coracoïde, en bec de corbeau, mais aussi la possibilité, par ses grandes clavicules, d'orienter son omoplate de façon à aller attraper un ballon, tu vois, ou tenir une barre. Parce que la mobilité va se jouer, bien sûr, sur la mobilité de l'humérus, la tête de l'humérus sur l'articulation qui est de l'omoplate, hein, de la scapula, ici, hein, celle-là, voilà. Mais en plus, sur l'orientation possible, maximale, de l'omoplate que tu peux avoir et qui varie d'un individu à l'autre. Donc évidemment, Et, grand facteur morphologique pour et faire le maintenant, genre. si on parle purement esthétique, bodybuilding, musculation, quelle est finalement la morphologie, la génétique idéale au niveau des épaules, des clavicules je me doute de la réponse, je connais la réponse, mais pour les gens, pour être Bah, balèze et pour pas se blesser, ça va avec finalement. bah, tu peux aussi être fragile et faire attention et aller à haut niveau, hein, en faisant très attention, bien sûr. Mais à haut niveau, si tu as certaines particularités génétiques au niveau des clavicules, ça va peut-être être plus compliqué. Le problème, c'est que plus tu as les clavicules étroites, moins tu donneras d'effet de largeur d'épaule, hein. C'est les filles qui aiment bien les mecs larges d'épaule, même quand ils n'ont pas de deltoïde. Elles Ça va confondent être souvent. compliqué d'être Ronnie Coleman si t'es trois d'épaule, quoi. Il faut être large d'épaule. Alors, les blacks sont souvent larges d'épaule, hein, ça va ensemble. Alors, les mecs ne t'en parlent pas de la vie raciste, mais non. Les blacks qui me suivent, et j'ai un gros fan club de blacks africains. Pourquoi? Parce que ça les intéresse de comprendre les différences morphologiques, hein, parce on leur a dit pendant des années, on est tous pareils. Non, pas tous pareils, tant mieux, hein. Donc, quand tu as des grandes jambes pour être adapté à des milieux chauds avec des grands membres, bah, Mollet pour court, voilà, des grands mouvements pendulaires au niveau des jambes, bah, tu vas compenser avec des clavicules en général relativement larges. Les blacks sont souvent larges de clavicules parce qu'ils ont des grandes jambes, donc ça va avec, c'est rappelons, des compensations, tu vois. rappelons toujours qu'il n'y a rien de raciste à dire qu'un blanc est blanc et un noir est noir. Bah non, Il n'y a rien de raciste, c'est factuel en fait. voilà, C'est débile c'est débile de dire que c'est raciste. C'est voilà. totalement débile. Et quand on dit quand les noirs courent vite, c'est pas parce qu'ils sont la peau, c'est pas parce qu'ils sont noirs, hein. La peau, la couleur de la peau n'entre absolument Ça n'a pas là. aucun rapport, c'est génétique. Ils ont des Particularité adaptations. génétique. Voilà, ils ont des adaptations génétiques à la chaleur, hein. La peau noire, c'est à la lumière, hein, puisqu'on peut avoir des gens noirs dans des milieux lumineux et froids, hein, plus ou moins froids, comme en Éthiopie, hein. Il fait beaucoup plus froid, hein, que dans des zones comme le Cameroun, le Congo, le Sénégal, hein. J'ai beaucoup d'amis d'ailleurs là-bas. Et donc on peut être dans des climats relativement froids et lumineux, hein. Mais par contre, la chaleur va générer des morphologies particulières avec grands membres, ou plutôt longiligne, tu vois, on peut être petit et longiligne, et donc on va compenser les grandes oscillations des jambes par en général des larges épaules. Bon, on trouve aussi des très larges épaules en Europe, hein, l'arrivée du lait, la nourriture importante, tu as des mecs aussi larges, mais en général, tu vois, les blacks ils ont souvent une largeur d'épaule, pas tous, hein, mais relativement importante pour compenser des oscillations de jambes. Alors, évidemment, quand c'est des Dinka ou des Peuls qui poussent à 2 mètres à cause du lait, là, ça compense même plus. C'est tellement grand que tu as l'impression qu'ils ont les épaules étroites alors qu'ils les ont en vérité relativement larges. Puisque c'est des mecs qui vont à 2 mètres, même plus, tu vois, comme on peut voir ces peuples de pasteurs qui ont été sélectionnés en apport constant de calcium essentiellement de calcium, qui fait qu'il n'y a pas les types qui sont faits pour être grands ne vont pas être éliminés par carence calcium, puisqu'ils vont toujours avoir du calcium. C'est sélection. Donc c'est intéressant de comprendre ça. Donc où on était là, c'était pour les morphologies. C'est ça, C'est bon. par rapport au fait que quelle est finalement la morphologie idéale Bah, en pour, bodybuilding,
En En muscu, c'est bodybuilding, voilà, ou en musculation, pour être balèze, quoi, de clavicule manière générale. large, c'est un avantage visuel, hein, même pour les femmes. Hein, elles aiment les garçons avec des larges épaules. D'ailleurs, si tu remarques bien, hein, quand on vend des costumes aux garçons, on met tout, elles ont des épaulettes pour élargir. Mhm. Hein. Quand M. Macron va dans ses déplacements, voit par exemple actuellement sa brûle, va voir les pompiers, il a un costume avec un élargissement des épaules, alors que si tu lui enlèves, il a les épaules pas très étroites, mais ça donne une impression de force. D'ailleurs, si on regarde nos ancêtres, nos cousins les chimpanzés, qui ont un ancêtre commun avec nous, hein, il y a 6 ou 7 millions d'années, ils ont des poils sur les épaules et quand ils se battent, ils ont ces poils qui gonflent, tu vois, qui sortent pour pouvoir donner une impression de largeur et de musculature encore plus. Donc, frimer avec ses épaules, il n'y a pas que les hommes, hein, il y a aussi les chimpanzés. Hein, pour s'imposer, ils montrent qu'ils sont plus larges que les mecs, avec leurs poils qui vont se redresser, tu vois, se dresser pour montrer qu'ils sont plus larges. C'est l'esbrouf, un peu comme le chat qui fait le gros dos avec ses poils qui se gonflent pour faire peur à la bête en montrant qu'il est plus gros qu'il n'est, tu Plus vois. gros. On avait la même chose on avait la même chose aux ancêtres relativement récents quand ils avaient encore leurs poils, hein, avec leurs épaules. Hein. Donc avoir une épaule large, ça montre un bon taux de testo pour les mâles, une bonne conformation et une bonne capacité visuelle de face, hein, pour montrer qu'on est costaud. Tu vois. Alors Écoute, là-dessus, bien sûr, une bonne c'est un fait, si tu croises quelqu'un dans la rue qui est large comme ça, t'es plus impressionné et à même à plus éviter le respect. combat que, voilà, c'est différent, même si ça, parfois ça ne veut rien dire, mais tout de même, c'est dissuasif. Voilà, et tu parles avec respect, gentillesse et avec un sourire, Voilà, tu vois. voilà. Alors, T'as tendance à être plus arrogant avec quelqu'un qui te paraît plus inoffensif au premier regard. voilà, quelqu'un qui n'est pas large d'épaule, bon, tu peux te Voilà, alors permettre. que tu peux tomber sur un champion de MMA qui te retourne le crâne pareil, hein. Alors qu'il pèse 60 kilos, ça veut rien dire. Bon, surtout que certaines morphologies pas très larges d'épaule peuvent être particulièrement dangereuses dans les directs ou dans les uppercuts, hein, puisque Oui, oui, ça veut rien dire. Ah bah oui. alors que la morphologie large d'épaule, si on en revient là-dessus, ça va se prêter comment ça s'appelle, merde, Crochet. à des crochets, puisque tu vas rajouter le levier épaule en plus. Hein, Mm. mais le crochet, on le voit venir. C'est bien pour assommer un mec à la fin ou le taper de côté quand il ne te regarde pas. Comme dans les bagarres de bar, hein, on voit tout le temps le mec qui dit ouais, qu'est-ce que t'as? Puis t'as un mec qui est à côté qui vient faire le coup de poing de forain. Tu connais? Côté. Mais le coup de poing de forain, on le voit venir. C'est pas Ah le oui, meilleur. si t'es en face, oui, faut que le gars soit très sous. Et voilà. C'est un mec qui ouais, très sous. Ça arrive de côté. Moi, je les observe. Ouais. Des fois, les mecs se barrent. Ils disent, oh là là, il se met de côté. Bientôt, le coup de poing de forain. Tu vois. Alors que l'uppercut, tu vois des mecs qui assomment des mecs de près, des petits mecs pas larges, tu vois, des épaules pas très larges, hein, mais qui ont un très bon levier de face, comme ça va te défoncer. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ou un direct, tu ne vas pas venir, un direct pom-pom, tu vois. Ou un uppercut, tu n'as pas besoin d'être large d'épaule. Par contre, tu n'auras pas, malheureusement, ce magnifique crochet de forain. Ah, t'as Tu pas la vois. même force, non, c'est sûr. Pas la même force. Donc, c'est Donc intéressant. ça dépend qui t'es, encore une fois. Voilà. Alors, les épaules, bien sûr, hein, il faut les travailler dans Mhm. tous les sens. L'épaule, c'est un muscle très, très, très particulier qui a besoin, par la multiplicité de ses fibres, hein, et par leur orientation multiple, puisqu'elle est faite pour faire de la circonduction, hein, et lancer aussi, bah, il doit être travaillé, malheureusement, dans plein de sens différents. Donc, tu dois avoir des programmes pour l'avant d'épaule, tu dois avoir des programmes pour le lever latéralement. Et alors ça, c'est plus dur parce que c'est vraiment des faisceaux particuliers, des faisceaux péniformes en forme de peigne. Hein. Il est multipéné. Hein. Ce sont des petits faisceaux très puissants puisque la forme péniforme donne de la puissance, pas forcément de la rapidité. Hein. Elle permet d'ajuster les mouvements de l'épaule dans tous les sens. Hein. C'est tout un ensemble de... Et cet enchevêtrement de fibres péniformes varie énormément d'un individu à l'autre. Et à l'arrière du bras, de l'épaule, on a l'arrière d'épaule. Hein, c'est une grosse masse qui est parfois très très belle chez les bodybuilders. Tu sais, ça fait une boule qui ressort à l'arrière de l'épaule. Hein, et elle a beaucoup d'importance dans la course, puisque c'est elle qui tire les bras en arrière, mais aussi dans le lancer, puisqu'elle va te permettre d'amorcer le mouvement, et c'est là-dessus qu'on tue, hein, tirer l'épaule en arrière pour pouvoir relancer après en accumulant de l'énergie cinétique, de l'énergie dans les fibres élastiques de l'abdomen, mais aussi de l'articulation de l'épaule qui a beaucoup de fibres élastiques. Hein. Cette structure est faite pour s'étirer. Hein. C'est vrai que les powerlifters descendent, accumulent de l'énergie
dans les fibres élastiques, hein, qui sont au niveau de l'articulation, mais aussi au niveau des tendons du grand pectoral, pour pouvoir repartir avec beaucoup de kilos en plus. Alors, plus tu as les tendons bien raides, plus tu peux accumuler de l'énergie pour renvoyer très fort, tu vois. C'est aussi un avantage. Mais il faut aussi de la souplesse, donc c'est un espèce d'ensemble, tu vois, mobilité et en même temps capacité à accumuler de l'énergie dans des fibres tendineuses pour faire lancer. Mais l'arrière de l'épaule, c'est très important et elle est orientée pour tirer le bras en arrière. Quelque chose qui est marrant à savoir, parce que je parle de ça ici, parce que personne ne pourra t'expliquer, puisque c'est moi le spécialiste mondial là-dessus. Vraiment, c'est la bête, je suis le meilleur. C'est moi qui l'avais découvert, qui l'avais expliqué. Ça, je me Et, veux un générique, ça. Ça va être dans le générique, ça. je l'avais expliqué, puisqu'avec Gundil, on s'était tapé 500 km pour aller voir l'exposition de Van Hagen, qui avait disséqué et plastiné un gorille entier. Hein, et on peut voir, et il y en a très peu de dissections à bord, qui sont visibles de ces grands singes, de nos cousins, les grands primates. On a, grâce à Van Hagen, ce travail. Et on peut voir absolument l'orientation du deltoïde postérieur du gorille qui est orienté vers le bas et non horizontalement comme l'homme. L'homme tire en arrière, hein, c'est comme si tu fais un tirage horizontal. L'homme, il va travailler, tu vas travailler ton deltoïde postérieur, tu sais, avec avec le mouvement de l'autostoppeur, tu sais, tu tires un câble comme ça, alors tu fais pas avec un poids, ça sert à rien, hein, puisque le poids, il va pas, tu le mets à t'es injuste, hein. Tu vas mettre, il faut travailler ou à l'élastique, ou avec un câble, où tu vas travailler comme ça, je sais pas si tu me vois, tu mets le câble ici, et tu Ah, tires en bien arrière. sûr. Des Mais belles illustrations. c'est drôle ce que tu dis avec le truc de l'haltère parce que c'est quelque chose que moi j'ai répété 1000 fois parce que Gundil et toi, vous l'avez dit 1000 fois, hein, j'ai rien inventé, ça vient de vous. J'ai toujours dit d'ailleurs. Et plein de coachs l'ont redit, mais il y a encore des gens et même des bodybuilders et des coachs professionnels qui font ce mouvement avec l'haltère debout. Si tu veux, mais pour de la mobilité, pas pour de la force. Tu peux le faire pour de la mobilité et en même temps un travail statique, tu vois, de l'épaule. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, tu vois, mais c'est pas mal, tu vois. Oui, mais Mais ça ne va pas renforcer ton infra-épineux, le vrai dont on travail, a. c'est pour le deltoïde postérieur de faire le mouvement de l'autostoppeur, je ne sais pas si on voit là, et de tirer, et ensuite de ramener vers l'arrière, parce qu'on a plusieurs groupes musculaires qui travaillent ensemble. Hein. On n'a pas que l'arrière d'épaule, hein, que les faisceaux postérieurs du deltoïde, on a aussi l'infra-épineux qui va bien tirer en arrière, qui Et fait la passion. Donc, sur ce ils travaillent. mouvement, sur ce mouvement, à quel moment tu dissocies le travail du deltoïde postérieur de l'infraépineux? Est-ce qu'il y a une partie où c'est une synergie? C'est une synergie, mais c'est assez dur. Moi, je sais que l'infraépineux, je le travaille en maintenant le coude le long du corps, tu vois, hein, comme ça. Donc, je vais faire un travail, bon, je n'ai pas énormément de mobilité, hein. Je fais comme ça. Donc, je vais bien le sentir. Par contre, moi, il se développe direct. Alors, d'un côté, j'ai un infraépineux qui a été à moitié arraché. Donc, c'est pas douloureux. J'ai l'épaule qui est un peu bloquée. Mais bon, ça ne me pose aucun problème pour mon entraînement. Hein, en force, j'ai juste un peu moins de force dans certains mouvements qui ne servent à rien dans la vie de tous les jours, si tu veux. Mais si tu veux travailler le deltoïde postérieur, bah, tu vas continuer le mouvement vers l'arrière, hein, qui t'a fait une petite rotation, hein, on s'en fout, pour pouvoir vraiment le travailler en force, parce qu'il a quand même une fonction de travail en force. Il a vitesse, force. Hein. Alors, ce qui Et est tu marrant, c'est vois, que, attends, chez l'homme, il est fait pour faire ça. Chez ouais, le singe grimpeur, le deltoïde postérieur, il est orienté vers le bas et il est fait pour grimper ou ok. marcher. Marcher à quatre pattes, c'est-à-dire c'est un grimper quasiment au sol, tu vois, puis c'est le même angle, tu vois, mais quand tu es en train de grimper, ça demande encore plus de force puisque tu dois tirer ton corps, tu vois. Tu n'as plus la propulsion arrière des pattes pour avancer, tu vois. Il est surtout les membres antérieurs, c'est du maintien, si tu veux, pour tous les quadrupèdes. Hein, ça participe très peu à la propulsion, hein, ça participe à l'accumulation d'énergie pour repartir et aussi à l'équilibre. Et la propulsion, c'est l'arrière. Mais chez les grimpeurs, comme les primates, et comme nous sommes un primate grimpeur à la base, on a quand même conservé cette fonction, même si elle s'est vraiment atrophiée, bah, on est fait quand même pour pouvoir tirer son corps en hauteur. Donc même le deltoïde postérieur, chez les singes, il servait aussi, c'est un gros muscle, hein, tu regardes chez les gorilles, tu verras, tu mettras mes dessins, hein, c'est un très gros muscle qui permet, en plus de la longue portion du triceps et des grands dorsaux, et du grand rond, de participer au grimper. Donc eux, ils rajoutent ce gros muscle pour grimper. Nous, on ne l'a plus puisqu'il est orienté horizontalement. Donc, il ne va plus servir à faire des tractions. Hein. C'est terminé. Hein. L'arrière d'épaule participe à l'adduction des omoplates, mais
Sur de la rétropulsion, l'arrière d'épaule, C'est il terminé chez l'homme. participe Il plus du tout, participe plus du tout, quasiment plus. Il quasiment participe, plus. participe un peu quand même. Ouais, T'imagines bien que quand l'épaule est mise en l'air, il va quand même participer. parce que tu as Mais une adduction des omoplates aussi à la fin. voilà, mais t'en as quand même. Mais de toute façon, il est attaché là, hein, l'arrière d'épaule, les Mhm. faisceaux du deltoïde. Hein. Il est attaché à cet endroit-là. Donc, de toute façon, quand il va être comme ça, c'est sûr qu'en se contractant, il va permettre une descente du bras, mais beaucoup moins que pour un Ouais, arboricole pur et j'ai dur. compris dans le sens, j'ai compris ce que tu veux dire dans le sens où il est beaucoup moins volumineux, beaucoup moins fort et donc il n'a pas cette Voilà, possibilité. ben voilà, c'est ça, tu vois. Et ça, tu le retrouves complètement sur mes dessins. C'est intéressant à Ouais, on va montrer mettre pour comparer les deux chez l'homme et chez le gorille. orientation qui est complètement différente, puisque l'homme, il est fait surtout pour tirer en arrière, et chez le singe, il est fait pour redescendre le bras, puisque eux sont Mhm. restés, et nous, on est des lanceurs. Et en même temps, on marche et on court verticalement. Donc, il vient participer à l'équilibrage. Est-ce Quand que, tu regardes, par exemple, un arrière d'épaule de notre ami, comment il s'appelle, Usain Bolt, il a un énorme arrière d'épaule, tu vois, pour pouvoir tirer très vite le bras en arrière. Et des gros dorsaux aussi, tu vois. Mais vraiment, ça joue, tu vois, en arrière, quand il tire comme ça, c'est très important dans la course, tu mais vois. après, on est d'accord que, enfin, après, moi, attention, ce que je vais dire, ça engage que moi, c'est juste mon observation. J'ai l'impression quand même que 95% des gens ont un deltoïde postérieur très difficile à recruter et très faible par rapport aux autres portions de l'épaule. Oui. Ouais. Et comme on Donc, dit tout le Usain temps, Bolt, par exemple, ça va être une exception, puisque je pense pas qu'il a beaucoup travaillé son deltoïde postérieur et que c'est génétique, c'est génétique. peut-être, et c'est pour ça, entre autres, Et qu'il beaucoup, est, beaucoup de blacks, si tu remarques, beaucoup de blacks longs. Pas tous, hein, mais beaucoup de blacks longs. Comme on dit, c'est globalement. On ne parle pas d'individualité, hein, on parle non, non, on parle de oui, en général. en général, beaucoup de blacks longs, et ça vient en compensation, justement, de grandes jambes, puisque les blacks ont des grandes jambes. Une taille plus fine, puisqu'ils n'ont pas à mettre de gras dedans pour passer l'hiver, comme nous, hein, tu vois, avec de gros viscères et du gras à l'intérieur pour survivre l'hiver. Hein. Maintenant, on a des frigos, on n'a plus de problème. Mais pendant des années, si tu n'accumulais pas de l'aquane à l'extérieur et du gras dans le bide, pour les hommes hein, particulièrement, parce que les femmes, il y en a un peu moins, ça va être sur les fesses, puisqu'elles vont être remplies d'un bébé à un moment, bah, tu ne passais pas l'hiver, si tu veux. Il fallait des réserves. Ton frigo, c'était ton bide pour un mec. Et pour une Oui, nana, pendant c'était des milliers d'années, peut-être. Ouais. oui, pendant des milliers d'années. Ça fait pas longtemps qu'on est bien alimenté et régulé. C'est les avantages de la civilisation. Il ne faut pas critiquer. Hein. Il y a des désavantages, comme les drones FPV qui coupent les jambes, mais tu as aussi beaucoup d'avantages. Le chauffage central, les supermarchés, les frigos, ça évite beaucoup de morts. Ça évite les La famines, clim. la climatisation l'été et le chauffage central au nucléaire ou, je ne sais pas, au gaz ou au pétrole. Maintenant, il n'y a plus de fuel trop cher. Ou électricité nucléaire, tu vois. Ouais, Le gaz. ouais. Donc, c'est Donc, intéressant. non, mais ouais, c'est très intéressant pour l'épaule Et parce toi qui que connais, parce que tu suis des types, toi, je sais que tu aimes bien suivre les mecs naturels. Tu suis aussi des mecs qui, des fois, sont pas naturels, comme tu dis. Mais je sais, c'est ça que j'aime bien quand je bosse avec toi, c'est que tu m'as toujours dit, moi, j'ai une passion pour suivre les mecs pas naturels, parce que c'est hmm, les plus durs à travailler. c'est Et c'est ça. comme on dit tout le temps, quand on prend des produits, ben, quoi qu'on fasse, on prend, en général. Bah, c'est beaucoup plus facile. Ça change le jeu. Ça change tout, bien sûr. C'est Change c'est le game. mentir, c'est mentir que de dire que ça change pas tout. Voilà. Après, c'est vrai que ceux qui prennent des produits, et j'en ai fait partie pendant longtemps, vont dire oui, mais c'est pas le produit magique. Bon, ok, certes, mais tu peux pas comparer quelqu'un de De nature. naturel à quelqu'un qui ne l'est pas. Tu peux pas Voilà. comparer, en fait. C'est pas le même monde. Voilà. Ah oui, et c'est beaucoup plus dur de faire changer quelqu'un de naturel. Parce Oui, bien que, sûr. Ah bah oui, oui. Surtout prendre du muscle. Surtout surtout, prendre du muscle. et je sais que moi, j'aime même bien bosser avec toi parce que non, moi, ma passion, c'est aussi de booster les mecs naturels parce que c'est vraiment un Ouais, défi intellectuel, tu vois, et défi d'observation parce qu'on travaille sur du matériel humain beaucoup plus difficile à modifier, tu vois, avec c'est beaucoup plus ça. de, tu vois. Ça paraît pas, mais c'est très important de le savoir, tu vois. Mm. Ouais, et la génétique et la morphoanatomie jouent un rôle clé parce que, notamment quand tu vas avoir des points faibles comme ça qui sont structurels, ça va être beaucoup plus dur à développer que si tu utilises les produits, par exemple. Et Bah, surtout, notamment les. le Ouais. deltoïde postérieur, c'est souvent un signe du type qui prend des produits. D'un seul coup, il a explosé, tu vois. Mm. Alors, vraiment, il grossit pas tellement, pas beaucoup. Bon, moi, j'arrive à le travailler. En réalité, moi, les mecs ne le voient pas, mais il est gros, mon deltoïde postérieur. Il est gros parce que j'ai travaillé, parce que je fais du mouvement de l'autostoppeur. Ce mouvement
typique où je vais moi-même chercher en arrière, tu vois. Je ne fais pas aujourd'hui parce que demain, je fais du soulevé de terre. Donc, mon deltoïde postérieur est engagé dans le soulevé de terre pour redresser les épaules à la fin. Tu vois, donc je ne me fatigue pas sur les muscles que je vais travailler en lourd demain. Demain, je ne fais pas du lourd. Je fais une séance intermédiaire à 10 ou 15 répétitions à 180 pour le relax. Tu vois. Mais c'est important, tu vois, à travailler. Donc, ce mouvement de l'autostoppeur est particulièrement efficace pour le bosser, comme on peut voir les mecs avec, tu sais, les câbles. Tu sais, maintenant, la mode, c'est de tirer avec le câble à triceps, se Ouais, tire on en appelle arrière. ça face pull, comme ça. Voilà, voilà. Face Tu l'aimes pull, bien, ouais. toi? Tu l'aimes bien, tu le sens bien? Beaucoup moins que le mouvement de l'autostoppeur, j'appelle ça L-fly, mais peu importe, parce que je trouve que les trapèzes interviennent trop, parce que c'est dur de pas serrer les omoplates sur ce mouvement-là, donc tu isoles beaucoup moins. Donc si tu as du mal à développer l'infra-épineux l'arrière d'épaule, je pense pas que ça soit un très bon mouvement, parce que je pense que Moi, les moi, trapèzes vont trop intervenir. moi, j'aime bien comment ça s'appelle, le tirage horizontal à la machine, tu vois. En Les coudes prise large avec les coudes ouverts, ouais. en prise large, les coudes Mm. ouverts et en léger. Alors, en léger, Oui, léger, c'est plus facile parce que tu vas pas serrer les omoplates et utiliser le trapèze. moi, je suis super fort en dos. Donc, évidemment, léger, pour moi, c'est relatif par rapport à un mec, ça c'est très lourd. Mais je fais de la série longue et je vais pas jusqu'au bout, tu vois. Je vais juste faire la fin du mouvement, tu vois. Et je le sens bien. Alors, des fois, je vais un peu plus vers l'avant quand même, tu vois, pour bien ressentir. Mais en général, bon, bah, je le fais, je le fais horizontal avec des poids relativement légers. Alors, en vérité, quand je dis que je finis, c'est pour plutôt le milieu d'épaule. C'est pour au milieu de dos. C'est le trapèze Moyen. moyen. Mais quand je pars bien en avant, comme ça, on va dire, bah, ça me fait les deltoïdes et je le sens très bien. Donc je vais relativement léger, en série longue, et je tire vers l'arrière, donc deltoïde postérieur. Et quand je termine, trapèze moyen. Donc ça, mais je ne peux pas le faire lourd, Bah, c'est évidemment. ça, je trouve que je trouve que la pire chose à faire quand tu as l'arrière d'épaule faible, c'est d'essayer de le travailler lourd parce que tu peux pas te dissocier. Est-ce que tu sens vraiment l'arrière d'épaule ou le trapèze finalement? C'est Alors, dur, surtout que si tu oui. débutes ou quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le faire, je sais pas si tu le fais, mais au câble en unilatéral, tu vois. Parce que je trouve, enfin, si vraiment tu as du mal à le ressentir et que tu es faible, c'est le meilleur moyen de déjà comprendre comment ressentir vraiment ce muscle, quoi et Ouais, pas serrer les omoplates. il faut vraiment trouver l'angle qui te correspond parce que ça peut varier d'un individu à l'autre. Hein. Le C'est ça. deltoïde est un muscle extrêmement variable dans la forme de ses fibres, dans l'orientation de ses fibres et même dans la structure de l'omoplate et la largeur d'épaule et tout l'ensemble d'un individu à l'autre. On va dire qu'il y a vraiment beaucoup de variabilité, que tu sois large d'épaule, étroit d'épaule, humérus, articulation huméro, comment ça s'appelle, scapulaire, plus ou moins mobile, tu vois. Euh, Ça varie énormément. Donc, il faut vraiment Longueur du trouver. triceps, la longueur de ton triceps aussi, bon, ça va jouer sur la longueur de ton arrière d'épaule, mais peut-être ça aussi, si tu as un triceps qui est très long, en général, ça, tu as une arrière d'épaule beaucoup plus petite et très dure à ressentir. Tu en as qui ont vraiment Parce des que faisceaux, je trouve, postérieurs très petits. le triceps va ressortir, va faire ressortir peut-être le deltoïde aussi. Hum, Ça hum, va le hum. bloquer dans une masse de triceps, on va pas le voir, tu vois. Moi, j'ai les deux de toute façon. Ça paraît pas, mais j'ai les deux. J'ai l'arrière d'épaule qui se développe bien, mais moi, c'est l'autostoppeur, tu vois, un autostoppeur bas, en tirant bien en arrière. Alors là, Alors, directement, voilà, moi, je tire pas comme ça, hein, pour l'arrière d'épaule. Je tire là, moi. Et alors là, directement, ça gonfle. Et je le sens. Je sens directement que ça gonfle. C'est vraiment le mouvement qui me l'a fait ressortir parce qu'avant, j'avais un énorme grand dorsal, un beau grand rond, et puis j'étais tout plat à cet endroit-là, tu vois. ok. Et puis, Ah, tu vois, c'est marrant parce que sur l'autostoppeur, je sens bien l'infra-épineux, mais pas l'arrière d'épaule. moi, je sens les deux. Tu vois, tu vois, il Alors faut faire très attention. il faut vraiment que j'aille loin dans la rotation externe en bombant bien le torse pour sentir l'infra-épineux, par contre. Tu vois, comme quoi ça varie d'un individu à Ouais, l'autre. Donc, parce que je vois beaucoup de gens le faire très partiel, hum, la rotation. Mais est-ce que si tu la fais très partielle, tu arrives à vraiment sentir, tu vois, si tu t'arrêtes vraiment ah dans bon, la rotation externe. moi, je le sens tout le temps, hein. Partiel Ok. ou long. Il y a à faire Ah, du long même après. partiellement? Ok, Moi, ok. je sens mon arrière d'épaule et mon comment ça s'appelle et mon infra-épineux toujours dans ce mouvement. J'ai pas besoin d'essayer de localiser. C'est celui-là qui me le fait sortir. Dès que j'arrête, hop, ça diminue, tu vois. Euh, Ok. et le fait de le faire, même pour moi, me permet de mieux le ressentir après au tirage horizontal, tu vois. Pas trop lourd, hein, en allant devant et en terminant derrière. Je fais la fin du mouvement pour le milieu du dos et je vais devant très loin
aussi pour l'arrière d'épaule. Tu as aussi pour l'arrière d'épaule, tu sais, les machines, tu vois, les machines à écarter les bras, tu vois, comment ça s'appelle, les butterfly machines, tu Mm. vois, à l'envers, on appelle ça. Mm. Ouais, oiseau-machine, l'oiseau à la machine, finalement. Il y en a, alors, selon les marques, qui sont plus ou moins bonnes, tu vois. Moi, je sais que j'adore la Précor. Il y a la Prime, je n'aime pas. Bon, après, là, c'est des discussions, mais il y a des gens qui vont ressentir la Prime. Donc, on ne peut pas dire celle-là. La Hammer, elle est pas mal. T'as fait la Hammer déjà, celle-là? J'ai fait la Hammer couchée au sol, mes champs de Ah, ok. trapèze, couché en avant, tu vois, avec un espace. Euh, mais j'aime bien l'Atlantis, tu vois, parce que j'ai la chance à Budapest d'en avoir plein. Donc j'aime bien l'Atlantis et j'aime bien la Précor. Et quand je passe sur la marque coréenne, je sens déjà beaucoup moins, tu vois. Panata, je sens pas très bien, tu vois. Et dès que je passe en Atlantis ou en. Après, il y a des marques pas connues chinoises, sont très bonnes aussi. Hein. Atlantis, Hmm. elles sont parfaitement bien. Alors après, tu peux la faire avec des poignées, tu sais, en prenant les poignées, comment dire, en mode prise neutre, tu vois. Mais tu as aussi des poignées, tu sais, Pronation. en mode, comment ça s'appelle, pronation. Pronation. Je préfère en pronation. Je trouve que l'orientation des coudes, du coup, permet de mieux sentir les Ouais, épaules que les trapèzes. moi, je la sens super bien. Ah ouais, tu vois, comme quoi. Comme quoi, c'est variable, tu vois. J'ai fait Oui, oui, aussi oui. mais c'est vraiment variable, tu vois. Mais c'est très bon Après, pour l'arrière. est-ce que c'est pas lié à ta mobilité C'est très du mouvement, réduite? l'arrière d'épaule. Hein. Et à la fin, c'est le milieu du dos. Tu vois, c'est le trapèze, rhomboïde. Tu vois, milieu de trapèze et rhomboïde. Et le début du mouvement, c'est pour ça qu'il faut le faire relativement léger, tu vois. C'est le début du mouvement qui va travailler le delto. Et par rapport à ça, je voulais qu'on parle de quelque chose de très, très intéressant qui est dans ton tout premier livre. Dans ton tout premier livre, tu parles du conflit sous-acromial. Première fois que je lis ça, je crois, j'ai 17 ans. Et c'est marrant parce que j'ai mal à ce moment-là. J'avais fait la méthode Lafay pendant des années, donc je pense que ça a joué. J'ai démarré avec la méthode Lafay quand j'avais 14 ans. Donc, c'est beaucoup de mouvements d'avant d'épaule, feu d'arrêt. Et en fait, au cours de mes 16 années de métier de coach, c'est la chose que j'ai plus vue, c'est tous ces gens qui se plaignent de cette douleur à ce niveau-là, sur les mouvements et tout ça. Et je trouve qu'on parle trop peu de ça, alors que dans ton livre, tu dis déjà il y a 20 ans que c'est la blessure la plus courante en musculation. On est Laquelle 20 ans, le l'infra ou conflit euh, sous-acromial. c'est le frottement de. Le frottement du tendon sur l'acromion, justement, du tendon bicipital sur l'acromion. Ouais, ouais. Pardon, ah oui, mais ça, c'est le truc le plus classique. Mais C'est c'est marrant parce que tu en parles dans ton livre il y a 20 ans, on est 20 ans plus tard, et encore hier, j'étais à la salle, un gars me dit j'ai mal, et je fais quelques moments avec lui, je vois que c'est ça. Ça veut dire tu lui qu'il y a mets le doigt encore, dessus, j'ai mal à l'épaule, non, c'est le biceps. Si tu veux, alors, on la refait tout le temps avec ma caméra et on met le doigt dessus comme ça. Il fait aïe, tu vois, c'est ça. et en fait, c'est la blessure la plus courante en musculation. Il y a énormément de gens, des milliers de gens, des millions peut-être dans le monde qui font de la muscu, qui ont mal. Ils vont voir des kinés, des ostéos, ils ne savent toujours pas, et ils ne disent jamais c'est un conflit sous-acromial. Comment c'est possible? Comment c'est possible que il y a autant de gens qui aient cette pathologie et si peu de gens qui sont informés de ce que c'est et à quel point finalement c'est simple à résoudre? Parce que Ah, parce moi que, je l'ai eu, non mais je l'ai eu, j'ai lu ton livre, j'ai lu quoi faire parce que c'est dans le livre et j'ai plus jamais eu le problème. oui, mais C'est-à-dire déjà les mouvements qui font mal, comme je dis toujours, c'est une base, quoi, tu vois. Ça te fait mal, tu le t'évites fais les pas. mouvements qui font mal, tu renforces l'infra-épineux dont on vient de parler, l'arrière d'épaule, c'est bon. Tu l'as beaucoup moins, voilà. Ça te remet l'épaule dans le bon sens et il faut protéger cette épaule. Mais après, en plus, c'est une blessure qui apparaît parce qu'on fait des mouvements qui ne sont pas naturels. Faire du développé couché, bah, ça va te générer une sortie de tendon, tu vois, puisque là, c'est la gouttière. Ouais, Tu vois. justement, est-ce que tu peux réexpliquer ce conflit sous-acromial? C'est vrai que j'ai fait comme si tout le monde le savait, mais ce qui se Bah, passe. ce qui se passe, c'est quand tu fais du développé couché, le tendon du biceps qui est accroché ici sur l'articulation, tu te tires en arrière et il va riper en dehors il va riper en dehors de sa gouttière. Alors, c'est pas grave, à vrai dire, parce que tu vas irriter et tu vas détendre progressivement une voûte, comment dire, ligamentaire qui empêche justement cette articulation de riper. Le biceps, il passe là, le tendon du biceps, il passe là, et hop, il va s'accrocher ici, tu vois, et tu le vois hein, à cet endroit-là, tu vois. C'est Et pas ce qui se grave, passe, mais ça fait mal. c'est pas grave, mais ça fait mal. Alors tu tires et il rip. Alors t'entends cloque. D'ailleurs, moi, je l'entends hein, quand je fais ça. Hein. Moi, il sort en permanence, mais c'est pas grave. J'ai pas d'inflammation particulière, j'ai pas d'arthrose, si tu veux, et j'ai pas de tendinite réelle. J'ai un tendon
qui sort, tu vois, bloum, bloum, c'est pas grave, je le remets, 2 fois dans la nuit, je le remets, ça fait 10 ou 15 ans que c'est comme ça, tu n'as pas encore lâché, donc ça va, et puis donc visiblement, ça va continuer encore si Dieu le veut, ou la nature, ou on verra, tu vois. On peut dire Dieu entre nous deux, ça me va. Voilà, tu vois. Donc évidemment, c'est pas forcément très grave, tu vois, ce conflit sous-acromial. Mais évidemment, c'est chiant. Donc ce qu'il faut, c'est que dès que tu commences à avoir mal, bah, déjà, tu renforces l'arrière d'épaule et l'infraépineux, tu vois. Alors, surtout l'infraépineux, tu vois, en faisant les mouvements comme tu as montré, soit avec la corde à triceps, soit avec un seul câble, soit avec le mouvement de l'autostoppeur qui, moi, m'a particulièrement remis bien l'épaule dans le bon sens, hein, Ouais. puisqu'elle Moi partait aussi, hein, c'est le mouvement que je mettrai en numéro un pour ce genre de problème. Vraiment. donc ça c'est très efficace, mais c'est pas bien grave. C'est-à-dire que si tu fais pas les mouvements qui te font mal quelque temps et que tu renforces, bah, tout ça va revenir dans l'ordre et ça va plus sortir et riper, tu vois. Et puis tu auras plus cette petite inflammation douloureuse qui, en général, n'est pas si grave que ça, hein, mais qui Pas peut être. grave, mais ça handicape beaucoup de gens qui peuvent plus Ouais. faire les pectoraux, les épaules, les biceps après, et qui peuvent plus s'entraîner, en fait. Mais tu as d'autres problèmes plus graves au tendon du biceps qui peuvent être, entraîner des grands problèmes, c'est la rupture au niveau du labrum, tu vois. Et ça peut être gênant parce que souvent les mecs ne le voient pas venir, ça ne prévient pas. C'est pas une sortie c'est pas une sortie de la gouttière, hein, ça. C'est une inflammation du tendon du biceps. Alors ce tendon du biceps, il a une particularité chez l'homme par la bipédie d'être recouvert sous sa face intérieure, donc celle qui va frotter, il fait un coude, hein, il passe ici, tendon du biceps, et il revient se mettre sur l'articulation qu'elle a, tu vois. Donc, à l'endroit où le tendon du biceps passe ici pour venir se réinsérer ici, alors n'oubliez pas que ça, c'est pas le même, hein. Ça c'est un gauche ou un droit, et un droit, ça c'est un. Ça c'est un droit et ça c'est un gauche. Mais c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. Bah, à force d'user ce tendon par des frottements répétés que la muscu va te faire ou la boxe, souvent les mecs qui tirent en arrière violemment, bah, tu vas avoir une inflammation et ce tendon, chez l'homme, il a la particularité d'avoir sous sa partie inférieure qui frotte sur le coude ici, du cartilage pour permettre justement un meilleur frottement. C'est une des adaptations à la bipédie. Et puis on a aussi au-dessus, pour éviter les frottements, tu vois, et éviter de l'abîmer, une bourse séreuse. Une bourse séreuse, c'est un petit feuillet, une petite bourse, un peu névrotique quelque part, hein, remplie d'un liquide qui a un plan de glissement favorisant, tu vois, les mouvements, hein, comme un petit coussinet rempli de liquide, une espèce de liquide synovial, tu vois, qui permet, c'est très fin en vérité, hein, qui permet d'éviter les frottements et les irritations de ce tendon. Donc, il a deux choses. Hein, il y a deux choses. Alors, elle est au-dessus, elle est plutôt au niveau de l'infra. Alors, elle n'est pas devant, mais elle est derrière, hein, à l'épaule. Hein. Mais ici, on a 10 cartilages, ici, et puis derrière, sur l'infraépineux, on a une bourse séreuse, tu vois, qui protège. Alors, ici, le problème qu'on a, c'est un frottement, on peut avoir des fois, mais c'est moins le frottement, plus que le fait de tirer en arrière et d'avoir le bras en permanence suspendu, tu vois. Donc, on va avoir des frottements, des frottements permanents. Alors, le tendon de l'infraépineux, c'est une bourse séreuse qui protège, et ici, c'est un cartilage qui va empêcher les frottements. Lui, il va s'user par l'intérieur, et l'autre va s'user par l'extérieur, l'infraépineux. Donc, c'est le problème d'épaule. Hein. Et à force d'user, hein, on bouge, ben, on peut le casser. Il peut lâcher, tu vois. Et alors, celui-là, on ne peut pas le remettre. Tu vois, on ne peut pas le remettre parce que on peut pas le remettre sur le labrum. Alors, tu peux aussi faire aussi. Le problème, c'est que ce tendon du biceps qui vient s'insérer à cet endroit-là, ici, il y a un épaississement de fibrocartilagineux qu'on appelle le labrum, qui est fait pour faciliter la congruence, hein, c'est-à-dire pour bien bloquer l'articulation. C'est une espèce ça va permettre d'avoir plus de surface pour appuyer, donc pour réduire aussi les frottements et en même temps pour bloquer l'articulation et l'empêcher de sortir, tu vois. Donc il va passer sur le labrum et il peut arracher une partie du labrum, et là c'est très problématique. Alors il y a le labrum qui est décollé. Alors avant, on disait que ça ne se recolle pas. Maintenant, on sait que ça peut, selon les individus, se remettre progressivement. Mais tu peux arracher aussi, tu vois, le labrum, qui est cet anneau ostéofibreux ici, directement avec le biceps, et ça va lâcher. Et le biceps va même s'arracher, ça ne se remet pas. Et le tendon du biceps, il peut s'arracher directement sur le labrum et sur l'os.
Alors lui, il se remet pas et t'es comme un con avec un biceps qui va raccourcir d'en bas, un peu comme Ngannou, beaucoup de boxeurs longs, puisqu'il tire en arrière, il tire en arrière et là, tac, il l'arrache. Et là, il faut faire attention. Donc le truc, en vérité, c'est quand tu fais les épaules, tu ne l'abîmes pas réellement dans la phase positive. Hein. Tu vas l'abîmer quand tu fais des mouvements répétitifs, les épaules en arrière. Donc, quand les types n'ont pas de biceps, on l'a expliqué dans une vidéo, donc on les incline et ils vont faire des biceps inclinés pour travailler le chef long du biceps. Hein. Tu vois, donc ils vont, ceux qui ont un point faible Sur le curl incliné. biceps, mais ils vont faire du curl incliné, sauf que le curl incliné, ça va te niquer ton tendon. Donc, tu vois, c'est bon pour du biceps, mais tu peux te niquer le tendon aussi. Donc, il faut faire toujours très attention quand tu fais ça, tu vois. Hein, quand tu fais du curl incliné, c'est pas le tendon distal qui lâche, en général, c'est à l'épaule. Donc, selon la mobilité qu'on a, l'inclinaison, etc., comme on l'a expliqué, c'est dans le podcast sur les biceps. Donc, il faut toujours faire très, très attention à cette particularité du tendon du biceps qui, quand on va faire des épaules, alors c'est moins quand on va faire des épaules, mais c'est plus quand on va faire des biceps qui risquent de péter ou quand on tire en arrière. Tu vois. Et quand on fait du développé couché. Alors là, ça pose aussi un problème puisqu'il il va sortir de sa Oui, il va y gouttière. avoir le même étirement finalement avec les bras en arrière, avec une charge importante et un étirement important. Voilà. Mais réellement, c'est pas un problème d'épaule, c'est un problème de biceps. Mais sauf que c'est son insertion dans l'épaule, tu vois. Mais c'est pas ça qui va participer au développement. En général, tu as peu de problèmes de biceps quand tu fais les épaules. La position inclinée, même devant, un développement devant, tu as peu de problèmes quand même, tu vois. Tu en as, tu peux en avoir, mais tu en as quand même moins. Moi, je sais, hier, j'en ai fait, je sens que ça va comprimer, mais ça ne va pas user vers l'intérieur, ça comprime la zone. Hein, je sens que ça comprime, tu vois, mais ça ne m'use pas. Tu vois. Par contre, L'usure, ça permet de parler d'autre chose, de tout ce qui est plutôt mouvement de rotation interne-externe. On voit beaucoup de mouvements de rotation interne-externe comme ça avec poids. Tu sais, je crois qu'on appelle ça presse cubaine, non quelque chose comme ça. Tu vois, tous ces mouvements-là ouais, d'épaules qui sont faits avec des poids au-dessus de la tête, souvent, de rotation interne-externe. Et aussi tous ces mouvements, comme on appelle le développé Arnold et tout ça tous ouais. ces mouvements-là, et on a tendance à dire que le fait de faire des rotations internes-externes comme ça, notamment avec les bras au-dessus de la tête et des poids libres aux épaules, ce serait préjudiciable. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Bah, Tous ces mouvements comme ça. Est-ce alors, que ça renforce? Est-ce que ça abîme plutôt? Tu vois? On a les deux écoles, c'est intéressant d'avoir ton avis. c'est pas mal pour gagner on va dire, pour dégeler une épaule, tu vois. Ok? Objectivement, moi, je le fais un peu, tu vois, parce que j'ai une épaule qui a été gelée pendant des années, accident de jeunesse, tu vois, plus après accident au développé couché, c'est-à-dire que j'ai dû avoir un Est-ce que tu trauma. peux développer pour les gens qui connaissent pas qu'est-ce qu'une épaule gelée? À une épaule gelée, tu vois, il y en a une, je la tire comme ça, et puis il y en a une autre, regarde, tu vois la différence? Mm. Il y en a une qui monte pas. Alors, je demande Mais à on mon voit que fils. ta main est beaucoup plus en avant que l'autre. Ah oui, regarde. Mm. Alors évidemment, ça pose un problème si je veux faire développer nuque. Comment je fais développer nuque quand je fais ça? Là, ici, je peux, et là, je fais développer devant et développer nuque derrière. Dans Oui. la vie de tous les jours, ça ne me gêne pas. Mais si tu veux, pour aller chercher quelque chose du bras gauche, j'ai des problèmes. Alors, le truc, c'est quand je fais des tractions, j'ai tellement de poids que ça va décopter, tu vois, et ça va me remettre l'épaule dans le bon sens. Donc, je peux faire des tractions n'importe comment, puisque de toute façon, mon poids de corps étant élevé, ça va me retirer l'articulation et la remettre dans le bon sens pour travailler. Mais évidemment, si je veux faire développer nuque, ça va être plutôt limité. Alors, j'ai des mouvements, alors tu peux travailler, alors tu travailles la mobilité, tu peux la travailler, c'est pas mal, mais on va dire que ça génère quand même des frottements, c'est pas le top, mais tu peux le faire pour la rééducation et pour quelque part enlever les adhérences, tu vois. Donc c'est bon, des fois je m'allonge sur le lit, je prends un petit poids et hop, je tire, hop, je remonte, hein, ça va te travailler les muscles de la coiffe des rotateurs, tu vois, hop, qui vont se contracter pour remonter, tu vois, la fracture, c'est pas mal, hein, mais c'est pas un travail à faire lourd non plus, tu vois. C'est un travail de mobilité pour récupérer des fois des manques de mobilité. Mais quand j'ai une épaule gelée comme j'ai là, et c'était Poisson qui m'avait appelé, il me dit j'ai un problème, je lui ai dit écoute, ce qu'il faut c'est tous les jours faire sur ton épaule gelée, parce que lui avait une épaule gelée. Tu fais de l'assouplissement, donc le truc c'est que tu te mets ta main comme ça, tu vois, et tu mets une porte comme ça, tu vois, et tu te penches en avant, tu vois, comme ça, hop, ou bien tu te mets à la porte, tu vois,
Comme ça, tu te penches en avant, l'épaule reste en arrière, et tu tires tous les jours comme ça sur le coin de la porte. Tu vois, tu te mets sur une porte comme ça. La porte est là, on ne voit pas, et tu te penches en avant. Donc, tu vas tirer l'épaule en arrière, et progressivement, tu vas arranger, tu vois, tu vas déformer le labrum à l'arrière et l'articulation qui va reprendre quelques degrés de mobilité sur les années, te permettant d'avoir moins mal, et en même temps, tout en tirant la partie antérieure de l'articulation et faisant péter les adhérences fibreuses qui gênent et particulièrement qui vont gêner au coucher. Tu En vois. fait, c'est ça Donc, ma question, elle rejoint ça, c'est à partir du moment où finalement, c'est pas un problème musculaire, mais de mobilité articulaire, est-ce que ça a un sens d'aller pratiquer ce genre d'exercice avec du poids? non. Mais quand tu as, une perte de mobilité avec une épaule gelée, ce qui est très fréquent, hein, il faut essayer de récupérer de la mobilité. C'est un travail sur des années. Mais ce n'est pas un travail qui se fait lourd. Hein. C'est pareil, si tu as un problème d'épaule gelée, tu ne vas pas t'amuser à faire du développé nuque. D'ailleurs, en général, on ne fait pas de développé nuque. C'est un truc qui est souvent à prescrire, pas chez tout le monde, mais chez la majorité des gens, puisque le problème du développé nuque, hein, c'est que quand on va monter, on va coincer l'infraépineux sous la voûte ostéofibreuse qui est ici et on va l'irriter jusqu'au moment où il va être tellement irrité qu'il va péter. Tu vois, c'est un classique. Tu vois, alors qu'au coucher, c'est l'inverse, c'est le supraépineux qui va être coincé, quand tu fais du développé nuque, tu vois, et tu vas l'irriter. Tu vois, c'est le problème. Et quand on fait du coucher, c'est l'infraépineux qui va être coincé, tu vois, qui va raboter, qui va être irrité. Donc, développé couché, on risque d'abîmer l'infraépineux et développé nuque, on va abîmer le supraépineux. Le supraépineux étant ici, au-dessus, tu vois. Là, on va niquer le supraépineux qui va frotter ici quand on va lever le bras. Et quand on fait du coucher, le supraépineux qui est dans qui est accroché ici et qui passe là, ben, l'humérus va rotationner, tu vois, comme ça. Il va rotationner au coucher, au lieu d'être comme ça, tu fais ça, tu vas ramener le bras vers l'avant et tu vas traîner ton infraépineux sous la voûte ostéofibrose et l'abîmer. Donc là, il faut faire attention. Tu as les deux problèmes. Mais comment dire, l'épaule gelée, c'est vraiment quelque chose qui est à travailler quand on a une, hein, et c'est fréquent, ça va te permettre d'éviter les adhérences qui sont très douloureuses et qui peuvent aussi rigidifier le pec et le faire péter à un certain moment, puisque ça va être douloureux, la contraction ne va pas se faire d'une façon uniforme. Donc, c'est très important de travailler la mobilité d'épaule en faisant l'exercice que je t'ai dit. Tu te mets contre une porte, tu penches en avant, ou tu te mets contre une porte et tu fais passer ici une canette de coca, tu vois, pour progressivement amener l'épaule vers l'arrière. C'est pas mal. Alors, tu peux aussi faire des mouvements allongés sur ton lit, tu vois, avec un poids dans la main, tu vois, et tu vas laisser tomber ton poids dans la main, pas trop lourd, 2, 3, 4, 5 kilos, pour pouvoir laisser pendre et progressivement déformer l'articulation, hein, et l'étirer vers l'avant et lui changer sa forme vers l'arrière, puisque les os, les structures ostéofibreuses se modifient avec le temps. Hein. Donc tu peux gagner de la mobilité, surtout quand tu l'as perdu. Tu vois, alors évidemment, on ne va pas faire comme les danseuses qui font des mouvements ou les boxeurs en levant la jambe très haut qui finissent avec une hanche à changer. Là, on est sur une épaule qui doit regagner un peu de mobilité. Hein. On n'est pas, et puis on va dire, ça c'est pas traumatisant, ça va déformer l'articulation sans l'user. Hein. C'est pas des mouvements d'usure permanents. Ça te remet l'articulation en forme. Tu vas arriver à récupérer progressivement cette épaule gelée qui va te permettre de faire tous les mouvements que tu veux. Mais c'est quelque chose qui est très fréquent, tu vois. Et Donc c'est un voilà. travail qu'on peut faire d'ailleurs en anticipation pour éviter que ça n'arrive aussi et pour conserver de la mobilité, peut-être notamment quand on pratique un sport comme le basket, le handball, le fait d'aller faire ce travail en amont régulièrement, ça Ah peut oui, certainement aider. voilà. Et moi, comme je dis tout le temps, hein, si tu as une épaule qui est gelée et pas l'autre, tu t'amuses pas à le faire des deux côtés. Tu le fais que du côté qui est problématique. C'est un gain de temps. Tu ne vas pas t'amuser à travailler une épaule qui est pas bloquée, tu vois. Et c'est important de débloquer les épaules, puisqu'il en va de l'équilibre général de l'individu aussi, tu vois. Donc, c'est des trucs à faire. Tu vois, comme je dis, tu t'allonges sur le lit avec un poids et tu laisses pendre ton poids vers l'arrière, tu vois, comme ça, hop, allongé sur le dos. Ouais, ou Tu en vois, appui, comme tu disais, ouais, c'est des exercices importants. où tu es allongé sur ton lit, tu as la main qui ne se redresse pas, tu demandes à ta copine de t'appuyer sur l'épaule et en même temps d'appuyer avec l'autre main sur le bras. C'est très agréable. Et elle commence par faire ça, puis après, tu fais autre chose et ce sont les préludes. T'es sûr, t'es sûr ça va. Il est Et déjà, tu sachez commences comme qu'il est ça, minuit 02, on a le voilà. droit à tout. Bah, tu commences comme ça et tu finis Voilà, à quatre pattes.
Voilà, à quatre pattes, voilà, c'est ça. Mais À bon, il quatre faut pas pattes pour faire l'arrière d'épaule, bien sûr. que ta copine te le demande parce qu'il y en a qui sortent avec des bodybuildeuses, hein, des fois, qui ont des problèmes. Merci de préciser pour la parité. Ah, tiens, on a parlé ça m'amène sur ça. On a parlé du développé nuque. En dehors du développé nuque, est-ce que tu identifies d'autres mouvements que tu vois, que tu as vus, auxquels tu penses pour les épaules, qui seraient dangereux, entre guillemets, ou du moins, on va pas dire qu'il y a de mouvements dangereux, mais il y en a des plus risqués que d'autres. Vraiment des trucs à expliquer sur les développés devant ou développés nuque. Alors, développé nuque, c'est le mouvement à bannir, sauf pour quelques personnes. J'ai connu des gens qui n'avaient aucun problème au développé nuque parce qu'ils avaient Pourquoi? un bon espace sous-acromial, hein, où il n'y avait pas de frottement, et une très bonne mobilité d'omoplate, hein, qui leur permettait de bien descendre l'omoplate, et en plus avec des bras relativement courts, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils pouvaient descendre bien la barre. Mais c'est pas valable. Alors, au développé nuque, on va s'abîmer surtout quand on va remonter, hein. C'est ça le problème, hein. On va frotter le supraépineux sur la voûte ostéofibreuse, il va finir avec tendinite et il va lâcher quand il va être au démarrage et tirer, et puis on se retrouve avec des mecs. Alors là, c'est beaucoup plus gênant d'avoir un supraépineux arraché que d'avoir un infraépineux arraché. Un infraépineux arraché, bon, il va se raccrocher plus ou moins loin. C'est souvent des arrachements partiels. Il y en a plein qui l'ont et qui ne savent même pas quand c'est arrivé. On voit sur certains bodybuilders, ça fait un petit trou à cet endroit-là, mais on va dire que c'est pas douloureux, ça les handicape pas, tu vois. Par contre, un supraépineux arraché, bah, c'est un amorçage de mouvement qui va être difficile puisqu'il est fait pour amorcer le mouvement de l'épaule quand le deltoïde est mis dans une position défavorable. Quand tu es debout le long du corps, l'amorçage du mouvement d'élévation latérale va souvent être fait par l'infraépineux qui est mieux disposé au niveau de sa structure pour amorcer le mouvement, tu vois. Le deltoïde passant un peu au-dessus et étant beaucoup plus efficace pour terminer le mouvement, c'est-à-dire quand le bras est un peu décollé du corps. Donc c'est un muscle qui est important parce qu'il permet d'amorcer le mouvement, tu vois, alors que le deltoïde va faire le travail, hein, surtout les faisceaux péniformes externes, c'est un ensemble de faisceaux, plus ou moins nombreux selon les gens. Lui, il va être très fort pour monter le bras, hein, dans toute cette angle-là, et d'une façon relativement précise, plus ou moins sur le côté, tu vois, ça permet d'ajuster les mouvements d'élévation, c'est très important dans la vie de tous les jours, pour aller saisir des choses, prendre un livre sur une étagère ou aller chercher la boîte de petits pois qui est mis un peu trop haut, tu vois, dans le supermarché. Donc c'est bien, tu peux ajuster ton mouvement. Mais le démarrage, bah, c'est l'infraépineux. Donc il faut faire très attention parce que quand tu vas le monter et tu vas faire des développés nuques en permanence, tu vas user son tendon, il risque de péter. Donc il faut faire très attention, ne lève pas trop les bras. Trop souvent, si tu as mal, t'évites parce que ça ne sert à rien, tu risques de te retrouver avec un infraépineux en moins. Alors quand on parle de développer avec halter ou de développer à la barre, il y a souvent des choses qui ne sont pas prises en compte par les gens, hein. C'est la morphologie individuelle. Alors, en plus de la mobilité des omoplates, hein, tu vois, ça, hein, moi j'ai l'avantage d'avoir des omoplates. En vérité, je suis large, en vérité, mais ça ne se voit pas. Mais je suis assez large d'épaule, mais avec proportionnellement, on a l'impression On que va faire, prépare-toi, quand tu viens en France, on fait analyse morpho-anatomique de Frédéric Delavier torse nu. oui, parce que j'ai les omoplates, je regardais à mon fils, qui sont implantés très haut, tu vois, c'est affreux. Ils sont implantés très haut, alors il y en a qui sont implantés très bas, c'est-à-dire qu'ils montent. Moi, je suis tout court ici et ils sont tout remontés. C'est pas grave, hein, ça ne pose pas de problème. Tu vois, mon fils, lui, ils sont tout en bas avec un grand cou costaud, tu vois, un peu à l'américaine. Je dis, mais c'est quoi? Alors, je regarde ma taille, il fait 1m85, mais c'est son cou qui sort, si tu veux, puisqu'il a les épaules qui sont bien descendues, tu vois. Alors, moi, elles sont remontées, hein. Moi, je fais 1m77, tu vois, mais avec les épaules qui sont presque à son niveau. Tu vois, ça varie selon les gens, tu vois. Je suis un faux petit. Moi, je suis un faux petit. Et j'ai une copine qui disait, la copine de mon copain suisse, qui disait, mais normalement, il doit être plus grand parce qu'en plus, j'ai les jambes arquées. Donc, si tu me désarques les jambes, en vérité, je suis un grand costaud. C'est ridicule, mais c'est vrai, tu vois. C'est marrant. Donc, il faut prendre vraiment en compte la morphologie des épaules pour descendre la barre. Tu vois, on va faire du développé de nuque, du développé de ventre, par exemple, ou à la Smith Machine, ou à la barre. Tu vois, les types, ils disent, il faut toucher la poitrine. Ouais, mais bon, si tu as des longs avant-bras, tu comprends, et tu as les épaules qui sont implantées haut, tu es un peu gêné de toucher le sternum, tu vois. Ouais, Alors tu que vas pas y arriver. si tu as 5 cm
tu as 5 centimètres d'humérus en moins que la plupart des gens par rapport à moi, bah, quand tu as descendu à fond, la barre, elle touche, alors que la mienne, elle est encore là. Donc, quand tu fais un développé devant avec la barre ou la six machine, le but, c'est pas que tu touches les épaules. Le but, c'est d'avoir une descente de bras maximum pour pouvoir remonter. Mais ta descente de bras, c'est pas forcément elle est maximum. Et selon les gens, bah, ta barre, elle va être ou là, en fonction de ta morphologie. Ça a aucun rapport avec ton sternum. Et ça n'a aucun rapport avec ton sternum. Ton Ça a sternum, rapport avec la taille de tes bras. donc, ils ont la morphologie pour reposer la barre à cet endroit-là, tu vois, plus ou moins, tu vois, hop, on prend la barre, on repose et on pousse. Donc, c'est une barre, t'as pas descendu, c'est pas bien. Oui, mais il y a ta morphologie, hein. Tu joues là-dessus. Moi, je suis extrêmement fort en avant d'épaule, Surtout vraiment que très. au-delà de ça, si tu te forces, tu vas créer un surétirement très important au niveau Ah oui, du deltoïde intérieur, tu vas te blesser. ah oui. Mais je peux pas, descendre la barre. Ouais, ouais. Tu vois, c'est gênant. Donc, je fais de la machine. Et la machine, je prends des tonnes. Oh, putain, merde. Tu vois, les mecs, ils me regardent. Mais si je prends une barre et je suis coincé ici comme un con, tu vois, c'est affreux. Alors, en haltéro, je pouvais la mettre un peu comme ça, les coudes en avant, tu vois, en remontant, bien, en cambrant, mais c'était abusé, on va dire, tu vois. Donc, il faut faire vraiment très, très attention à la longueur de tes avant-bras et à la mobilité de tes omoplates, tu vois. Et la longueur de tes avant-bras aussi, ça va, hein, aussi avec la longueur de tes humérus. Hein. Donc, c'est un ensemble. Mais si tu vois que quand tu as les bras qui sont bien descendus, regarde, moi, je suis descendu à fond, hein, bah, j'ai ma barre qui est là. Et il y en a qui vont être comme ça, ils vont avoir la barre ici, tu vois. Et Je descends. il y a beaucoup de gens sur les développés, justement, là, qui n'ont pas la capacité de garder les coudes vers l'avant et qui ont les coudes qui passent tu sais, presque en rotation externe, qui rentrent, qui vont partir comme ça vers l'extérieur et finalement, ils vont pousser comme ça. J'ai tendance à penser que c'est plus mauvais pour l'articulation de l'épaule. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est possible, bien sûr. C'est très variable. Je pense que c'est très variable. J'y ai pas trop pensé à ça, mais c'est assez variable. Tu vois. Je sais que les haltéros, ils vont mettre ils mettent les coudes en avant. Ils arrivent, ils se stabilisent et après ils repartent. Tu vois, mais après, ils repartent. C'est pas les épaules qui poussent, hein, au départ. C'est qu'ils donnent une poussée de jambe et hop, ils Oui, passent. bien sûr. Oui, Ils c'est le passent deuxième tiers du mouvement où les épaules commencent. ils dosent une poussée de jambe, mais ils descendent sous la barre, tu vois, un maximum, tu vois. Ils poussent, ils descendent sous la barre quand la barre se stabilise, tu vois. C'est très particulier, tu vois. Et après, alors, il y avait le mouvement du développé, hein, l'haltéro, il a terminé, il n'y est plus, mais tu le retrouves chez les strongmen, tu vois. Les strongmen, c'est des levées de poids. Je crois que c'est, comment il s'appelle, le gros africain, là, Bibi. Salut. Attends. Comment s'appelle l'Africain très fort en développé de vent en strongman, qui a les records dans le développé de tronc devant. Voilà, il vient du Burkina Faso, c'est Iron Bibi, tu vois. Tu penses à Iron Bibi, merci ChatGPT. C'est Sheikh Ahmed Al Hassan Sanou, Ah ouais. originaire du Burkina Faso. Il est énorme. Et alors lui, il a un record. C'est bien le spécialiste développé au-dessus de la tête, notamment le log lift, développé de tronc. Il détient le record du monde officiel avec 231 kilos, réalisé en septembre 2024 à Birmingham. Donc, c'est Iron Bibi qui vient du Burkina Faso. 240, 240 kilos au développé militaire. Bon, 231. 200. Mais là, c'est écrit, tu l'as pas, 240 kilos au développé militaire en entraînement. Il a Ah, également Iron, réalisé un développé militaire, ouais, de 240 kilos, mais c'est pas un record officiel car il a été effectué hors compétition. ouais, 240 kilos. voilà. Il est très fort, lui, tu vois. Taille, Donc, ça, taille 1,90 m, poids 180 kilos. Taille tour de bras, plus de 60 centimètres. voilà. Il sera parfait quand il fera 1,90 m, 190 kilos. Il faut arrondir. 1,90 m, 180 kilos. Et il est Ouais, fort. je C'est Iron. l'invite pas à manger, hein. Bah oui. Et tu peux lui demander, tu sais, c'est parce que les gens ils voient ça. Et en haltérophilie, au développé de vent, qui était le meilleur au monde avant que cette discipline soit enlevée des mouvements d'haltérophilie, puisqu'il y en avait trois, et maintenant il y en a plus que deux. Qu'est-ce qu'elle va Je me pense que répondre? c'est celui que j'ai trouvé là. Ouais. Alexis, Vassili Alexev ou Ah, Serge c'est Reding. lui alors, je pense. C'est Vassili, 200, d'ailleurs, qui a vécu assez longtemps. Attends. 236 kilos au ouais, c'est ça. développé, C'est ce que réalisé j'ai le 15 trouvé. avril 1972 à Tallinn. Tu vois. Et c'est intéressant par rapport à Iron Bibi, un record 231, alors qu'Alexeyev avait déjà fait 236,5. Après, c'est pas le même matériel, hein. C'est du matériel qui est plus souple chez les haltéros, hein. C'est une barre d'haltérophilie. Donc, tu as un rebond quand même, tu vois. Et tu as une poussée des jambes aussi. Là, c'est un truc qui est plus rigide, beaucoup plus rigide chez Le nos amis les strongman, strong. c'est strict, ils ont pas les jambes, c'est sans élan.
Ils utilisent les jambes, mais la barre est beaucoup moins. La barre est moins. C'est pas une barre, même, c'est des espèces de poids. Et alors, évidemment, les morphologies, il ne faut pas avoir les avant-bras trop longs, Trop tu long. vois, trop longs. Les haltéros, ils sont sélectionnés là-dessus, hein. Ce sont des types qui n'ont pas forcément les avant-bras trop longs, tu vois. Alors qu'en strong, tu as souvent des mecs qui sont relativement longilignes pour pouvoir marcher avec des barres et en même temps enserrer des grosses pierres pour les poser, tu vois, sur des fûts, tu vois. Donc, les strongmen, en général, sont beaucoup plus longs, un peu comme notre ami Thor, la montagne, tu vois, qu'on a vu dans He-Man ou Musclor. Il jouait un démon au corps nu rouge, mais peu de gens l'ont vu parce que il est très grand, mais ça ne fait pas d'effet quand il est tout rouge et quand il est filmé comme ça fait de l'effet quand on est à côté, tu vois, quand on voit en film. Il faisait pas hyper impressionnant, alors qu'il est très impressionnant, tu vois. Mais lui, c'est pas sa spécialité, tu vois. Lui, c'est les pierres, c'est des morphologies, tout ça. Alors, il faut faire très attention à la morphologie, hein. Quand tu descends, particulièrement à la Smith Machine, c'est bien la Smith Machine pour travailler, hein, ou le développer devant avec barre, tu vois, c'est pas mal aussi quand tu as un dossier. Après, maintenant, tu as quand même des machines dans les salles de gym qui sont très bonnes pour développer la barre. Et si tu remarques, elles sont en plus variables selon les inclinaisons, alors particulièrement la mienne, hein, la X-Treme by Delavier, j'en suis particulièrement fier, puisqu'elle est à la maison, tu vois, et elle permet de travailler dans tous les sens et d'avoir en plus un dossier plus ou moins inclinable, ce qui fait que quand tu as une épaule gelée, tu vois, tu peux quand même faire le mouvement bien, puisque tu peux aussi l'incliner un peu plus en fonction de ton Parce que problème d'épaule. tu sais, d'ailleurs, il y a toute une gamme de machines, notamment les hammers qui font ça, où au lieu de pousser justement directement horizontalement, tu as une poussée qui est beaucoup plus vers l'arrière. Ouais, un peu une espèce de poussée circulaire qui est pas mal aussi, tu vois. C'est Alors, ça, ça vers varie pour l'arrière. l'épaule individuellement est tellement variable selon les gens, tu vois, que une machine qui sera valable pour un individu ne le sera pas pour l'autre. Donc, il faut C'est-à-dire que faire très. pour toi, en fait, il n'y a pas réellement plus d'intérêt à pousser purement horizontalement que vers l'arrière, en rotation finalement un peu. Ça va dépendre, en fait, peut-être que par exemple pour toi, ça va être mieux horizontalement et pour moi, mieux en rotation, quoi. C'est ça finalement? Ça varie vraiment selon les gens. Moi, je sais que je me développe de très, très bonnes épaules antérieurement, parce qu'on est obligé, quand on fait des épaules, de travailler souvent toutes les parties d'une façon indépendante. C'est-à-dire, tu vas être obligé de travailler l'avant d'épaule à part, l'arrière d'épaule à part, puis ce n'est pas les mêmes angles de travail, et l'externe de l'épaule encore différemment. Donc, le vrai travail d'une épaule pour avoir une grosse épaule, c'est souvent énormément de temps, tu vois, et Parce beaucoup que, de séries, beaucoup de mouvements. Et le problème, c'est que énormément de temps, beaucoup de séries, beaucoup de mouvements, c'est beaucoup de frottements, beaucoup d'usure, et à la fin, beaucoup de pathologie. hmm, Tu vois. parce La que première, la première zone, je crois, en bodybuilding, à avoir des problèmes, je crois que c'est l'épaule, hein, parce que c'est une zone qu'il faut travailler dans tous les sens avec des séries longues pour pouvoir la développer, surtout l'externe, tu vois, qui est une zone de stabilisation, tu vois, pas une zone de force, hein. Tu et puis t'amuses pas à faire lourd, est-ce que c'est pas pardon, est-ce que finalement, c'est pas le fait aussi que c'est la seule zone qui est constamment sollicitée sur tous les mouvements? Parce que quand tu fais des triceps, tu vas la solliciter, biceps, tu vas la solliciter, dos pareil et pectoraux pareil. En fait, ton épaule, elle est constamment sollicitée, que ce soit parfois une petite zone comme une grosse zone. c'est souvent l'antérieur et la postérieure qui sont sollicités. Hum, hum, Tu hum. vois, plus l'antérieur est souvent très sollicité. Mais beaucoup de Ouais, au gens n'arrivent moins étiré, au moins, c'est ça. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à développer l'antérieur, hein. Souvent, c'est des gens qui ont un haut de pec, tu vois, important, tu vois. Est-ce que Et proportionnellement, c'est pas quand même beaucoup, beaucoup moins de gens que ceux qui en ont un qui est surdéveloppé par rapport aux autres parties, non? il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire l'antérieur d'épaule, hein, parce qu'ils ont un point fort Je veux pec. En dire, général, ok, quand tu as un point fort pec, il va bouffer, surtout le oui. faisceau oculaire, il va bouffer ton travail de deltoïde antérieur, tu J'avais vois. l'impression que ça concernait quand même peu de gens, non? Selon toi, il y a quand même beaucoup de gens dans ce cas-là. Il y a eu Ah non, beaucoup de cas de. Ouais, la plupart, là, on va dire que la plupart des gens, alors non, pas la plupart, parce que c'est assez variable, c'est soit tu prends en épaule, soit tu prends en pec. Souvent, c'est ça, tu vois. Soit tu prends de l'avant d'épaule, soit tu prends du pec, tu vois. Des fois, tu prends des deux, tu vois. Mais ça, il y a souvent un conflit. Donc, du coup, le travail d'isolation de l'avant du pec est souvent, de l'avant d'épaule est souvent important, comme le travail d'isolation de l'avant du pec, qui est déjà plus dur à recruter.
tu vois, le faisceau avant du pec, le faisceau antérieur le faisceau supérieur, Claviculaire, ouais. le faisceau claviculaire du grand pectoral et mange souvent le deltoïde antérieur ou le deltoïde antérieur mange souvent le faisceau claviculaire. Mais tu Et peux aussi heureusement avoir les quand même heureusement quand même qu'on a fait des programmes pour tout ça. Ah oui, vous regardez notre programme, le but de notre vidéo, justement, c'est de vous enseigner d'une façon intelligente l'anatomomorphologie, l'histoire de notre corps, et en même temps de vous expliquer comment vous entraîner en fonction de vos morphologies qui vous sont propres. Évidemment, on a une base humaine, hein, on a 2 bras, 2 jambes, on est tous bipèdes, hein, on est tous à peu près la même morphologie, mais avec des variations propres à chaque individu qui font que l'entraînement va être souvent très différent d'un individu à l'autre. Hein. Donc, nous, on vous apprend justement dans nos programmes à vous entraîner, d'abord à savoir quelle est votre morphologie, quels sont vos types morphologiques, quelles sont vos variations, hein, et à ce moment-là, à choisir des exercices qui vous conviennent. Et c'est pour ça qu'on n'a pas un programme type pour tout le monde, on a des programmes différents qu'on vend en fonction des points forts et des points faibles et qui vous permettent justement de réaliser ce que vous voulez réaliser dans l'entraînement, c'est-à-dire combler un point faible ou vous renforcer à un endroit que vous trouvez par exemple trop faible ou même prendre encore plus d'un point fort si vous voulez. On est là et on a la chance d'être, je pense, les meilleurs. Voilà, c'est Ouais, c'est ça important de le l'avantage. dire, c'est bien sûr dedans il y a les programmes détaillés, les exercices, nombre de répétitions, nombre de séries, temps de repos, les vidéos détaillées des exercices, mais il y a aussi du texte et des explications et des schémas. C'est important de le dire, c'est pas juste un programme. Non, il y a tout. On essaye de vous mettre le maximum de données pour que vous puissiez travailler votre corps en fonction de votre morphologie et de vos antécédents, de vos blessures. Ça joue aussi, hein, de fragilité, et de vos points forts aussi. Donc c'est vraiment une base qu'on a faite. Moi, quand on a commencé ce travail, j'ai dit Anthony, moi je refuse de faire des programmes pour tout le monde. C'est pas bon. Et je préfère faire des entraînements très spécifiques sur des groupes musculaires bien particuliers que les gens vont piocher en fonction de leurs besoins. Il y a des gens, Ouais. ils s'entraînent, ils prennent des jambes, ils prennent des pecs sans avoir à faire quelque chose de particulier. De toute façon, ça prendra. Donc là, on s'en fout un peu. Par contre, le mec, il voit qu'il a un retard quelque part, ça y est, il vient chez nous et on lui quitte son corps et on lui permet de développer la partie qui était en retard. Et c'est ça l'avantage. Hein. C'est comme quand on quitte une voiture, quand on fait du tuning, quand on vient chez nous, la méthode de Lavier, c'est tu viens faire du tuning sur ton corps pour pouvoir arriver à tes objectifs, c'est-à-dire être fort, beau, harmonieux. C'est Voilà. ça, Et très durer. bien. Parce que l'important aussi, c'est de durer, tu vois. Justement, le but, c'est de rattraper les points faibles, tu vois. Et le faisceau antérieur, le faisceau antérieur, tu développes en faisant du développé devant. Hein. Alors, tu as des machines. Alors, en choisissant l'angle que tu désires, qui est le plus favorable d'un individu à l'autre, là, les machines, c'est bien hein, pour ça. Tu peux faire avec des haltères aussi, en t'inclinant plus ou moins bien. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a des petits sièges qui permettent de bloquer le bas du dos, donc tu peux te cambrer un peu et pousser, tu vois. C'est pas mal aussi pour l'avant. L'avant d'épaule, ça fait aussi un peu l'externe, la partie les faisceaux péniformes latéraux, tu vois. Mais ça, c'est pas mal. Donc, tu peux faire ça pour le développer, pour rattraper. Évidemment, ça va te faire aussi les faisceaux claviculaires, tu vois, ou des fois, tu vas plutôt Justement, sentir. est-ce que si tu as du mal à recruter le deltoïde antérieur sur un développé militaire, tu vas pas risquer de sentir beaucoup plus les pectoraux et que les pectoraux prennent le relais sur le deltoïde intérieur? Bah ouais, c'est le problème. Alors après, tu as des moyens pour essayer de le, trouver, de le bosser. Hein. Tu as le câble, comme on a dit, hein, pareil au câble. L'élévation frontale. Élévation frontale au câble, main en semi-pronation, donc en position neutre. Hein. Ouais. Ouais. On prend le câble, on va plus ou moins derrière et on monte. Et puis en même temps, ça donne beaucoup de stabilité, ça permet de bien recruter. Alors, tu fais attention quand tu montes, hein, tu regardes, alors, tu choisis ton angle, hein, légèrement sur le côté, légèrement en avant. Alors, plus tu es Sachant ici, que, tu vas. sachant que, pardon, ce qu'on peut dire, c'est que si tu as un faisceau claviculaire qui est fort et que peut-être tu remontes trop haut, à un moment, le faisceau claviculaire va prendre le relais sur le deltoïde intérieur, non? Ah oui, oui, alors c'est pour ça qu'il faut essayer de localiser. C'est à toi de voir quel angle est le meilleur pour le sentir. Alors, tu peux aussi mettre ta main comme ça. Hein. Tu peux changer aussi un peu l'angle. Hein. Tu regardes ce qui te va le mieux. Ça dépend des gens. C'est variable d'un individu à l'autre. Mais
le câble, hein, il y a des câbles avec une seule poignée, hein, tu prends le câble à triceps, hein, tu sais, la corde à triceps, et tu la prends que d'un côté, hein, et tu tires vers l'avant. Alors ça se commence léger, puis ça peut se terminer relativement lourd, et ça c'est un mouvement qui est pas mal pour localiser sur le faisceau antérieur du deltoïde quand tu as un point faible à cet endroit-là. Alors c'est souvent, c'est un point faible, mais après il peut prendre énormément de volume quand tu as trouvé la façon dont on travaille, tu vois. Ça c'est bien aussi. Évidemment, ça travaille aussi le faisceau claviculaire, donc en général, ça fait les deux, tu vois. Donc c'est ça qui est bien, ça localise sur les deux en même temps, et ça te permet de gonfler tout le haut, tu vois, et d'être C'est pas mal. intéressant Souvent, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un point faible, qui pensent que c'est génétique, anatomique, dans la morpho-anatomie, alors que souvent, je pense qu'en fait, c'est lié à un mauvais travail aussi, et un problème de recrutement. Il y a beaucoup de gens qui ont juste un point faible parce qu'ils savent pas contracter le muscle, non? c'est souvent un problème de recrutement. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à trouver l'angle pour le recruter. C'est pour ça qu'en général, pour le deltoïde antérieur, le recruter avec le câble, c'est excellent, tu vois. Au début, c'est super faible. Tu mets une plaque et tu dis merde, j'ai qu'une plaque à cet endroit-là. Tu vois? Ah, ben, tu en mets une deuxième, une troisième après. Puis après, tu t'amuses à en faire 4, 5, 6, 7 et tu t'aperçois qu'il a gonflé et que tu as un point fort à cet endroit. Et puis quand tu te vois dans la glace, tout de suite, tout ça a remonté. Alors là, ça fait bien parce que tu peux mettre la chemise ouverte, un peu le débardeur. Ça, c'est le muscle parfait pour s'exposer l'été devant les femmes ou les hommes, selon ton orientation. Tu vois? Et ça, c'est bien. Et ah oui, Il est, c'est bon, il est minuit 24, on peut aller loin. voilà. Et donc ça, le câble, Ou c'est les pas mal. deux. Du coup, on peut rajouter ou les deux, les hommes et les femmes. C'est ce qui augmente tes possibilités de t'épanouir sexuellement. C'est encore mieux. C'est-à-dire que toute personne qui passe à ta portée est une Oh, possibilité d'épanouissement sexuel. C'est génial. Alors que quand tu es un hétéro, bah, c'est la moitié, c'est tout, hein. c'est Et vrai. quand tu es gay, c'est la moitié aussi, c'est tout. C'est C'est chiant, vrai. tu vois. Triste monde. Le bi, Triste monde. paradis. Toute chose, pour lui, est une possibilité. Ce sont les plus heureux de la Terre. Tu vois. Triste Donc voilà, monde. alors le câble, tu reviens si tu veux, tu viens en arrière, tu te penches un peu en avant, tu montes bien, et là tu te sentiras. Mais aussi, l'haltère, c'est bon. Moi j'aime bien le bosser aux haltères. Moi j'aime bien le bosser en prise neutre. Je sais pas ce que tu aimes, toi, Très prise neutre très bon, ou prise. très bon slogan, l'alter, c'est bon. Quand tu me demandes ce que j'aime, on parle toujours des mouvements. C'est bon. Oui, non, non, mais ouais, des haltères. Tu peux aussi travailler l'avant d'épaule à l'haltère, élévation. Je, Mais en général, bah, on la sent bien, mais c'est bien quand même de bosser au câble. Si tu as un câble, ne te prive pas. C'est vraiment excellent pour pouvoir ressentir avec précision bah, les zones qui ne se développent pas de ton épaule. Tu vois. Donc, je pense que la dernière fois que j'ai isolé l'avant d'épaule, je n'avais pas de barbe. ah ouais. Pourquoi Ouais, c'est un point fort chez toi? j'ai la chance de ouais, de pas avoir besoin. Ouais. Ouais. Et j'ai pas Oui, de pec du coup. J'ai pas de pec du coup. J'ai pas de pec. j'ose pas le dire, pec abdos. Tu n'as pas de Ouais, gras, mais il n'y a pas ouais. d'abdos. Non, j'ai pas d'abdos et j'ai pas de pec. Non. Voilà. Dieu a décidé que non. Ouais. Dieu a décidé que tu aurais des gros avant d'épaule. C'est Ouais. ça? Dieu a décidé que j'aurais des grosses épaules et des trapèzes, mais pas de pec. Moi, Dieu a décidé qu'il fallait que je les bosse indépendamment, autrement, je n'ai rien des deux. Tu vois, donc il faut que je soit le haut de pec, soit l'antérieur, c'est affreux. Tu vois, Voilà. j'ai une tendance à être. Alors, moi, j'ai une tendance, alors à part les biceps, je fais le dos, je fais n'importe quoi, le dos prend, tu vois. Je fais n'importe quoi en bras, j'ai les biceps qui gonflent, tu vois. Mais alors, les épaules, il faut que je les travaille dans tous les sens et les triceps aussi. Mais ça Voilà. gonfle, tu vois. C'est bien. Les pecs, bon, moi, j'ai les pecs qui étaient abîmés, mais bon, j'avais pas trop de problèmes, c'est eux qui prenaient tout le temps, tu vois. Maintenant, avec l'âge, un peu moins, puisque c'était les premières victimes de la dégradation due à l'âge avec les multiples blessures. Bon, Ah heureusement, ouais. mes tendons sont restés accrochés dessus, hein. C'est bon, j'ai eu des déchirures musculaires importantes dessus, mais pas de tendons arrachés, tu Hum, vois. Donc, c'est pas mal. Bon, ça revient progressivement, je suis content, mais bon, c'est plus ce que c'était, hein. Par contre, le dos, non, ça augmente même, tu vois. ah oui, Et biceps point fort. aussi. Bah, oui, c'est des points forts. Quoi que je fasse, biceps dos, ça prend, tu vois. Hum. Et avant d'épaule aussi. Avant d'épaule, il suffit que je le travaille et puis ça prend. Tu me vois de profil, tu dis oh putain, il est balèze, tu me vois de face, ou un peu moins. Tu vois, il y a un énorme volume antérieur, tu vois, quand je suis comme ça, dire ah, merde, mais il a des grosses épaules, oui. Ça se voit pas, mais j'ai un gros antérieur. C'est un point fort chez moi. Tu vois. Mais il se voit pas. Il faut vraiment que je sois dans la position de profil, tu vois. Et là, on voit que j'en ai. Mais je l'ai sorti grâce à certaines machines, hein, tu vois. Donc l'intérêt par rapport à ça. À un Donc, moment, donc, je suis obligé, tu vois, pour développer du frontal, c'est intéressant parce qu'il y a des choses que les gens doivent savoir. Tu n'es pas obligé de développer devant, hein, pour le frontal, hein. Moi, quand je fais un bâtard entre l'incliné et le développé devant,
donc c'est vraiment une position bâtard qui ne peut être donnée que par l'utilisation de machines ou de Smith Machine, je vais exploser d'un seul coup mes amants d'épaule. C'est-à-dire que le développé militaire, je ne suis pas bon pour parce que je n'ai pas la morphologie. L'incliné, je ne suis vraiment pas très bon. J'ai une position bâtard entre le militaire et l'incliné, où à Ah, ce tu vas moment-là, être à quoi? 75 degrés, 80 degrés, quelque chose comme ça. ouais, 75 degrés finalement. Comme ça. un truc intermédiaire, Ouais, je ouais. suis très fort, mais vraiment hyper fort. Mais quand je dis très Hmm. fort, c'est quasiment au niveau de mes biceps, tu vois. Je dis, mais merde, j'ai découvert ça tard. C'est-à-dire que pour développer mes épaules et être fort, il fallait que je sois sur un mouvement bâtard. Tu vois, c'est celui que je Hmm. mets la gueule d'un mètre 80. Donc c'est bien parce que ça va directement, je donne un coup à un mec d'un mètre 80, boum, en frontal. C'est exactement la même chose, tu vois. Mais j'ai découvert ça tard parce que j'étais encore, quand j'étais jeune, moi, sur ouais, c'est cool, il faut faire le développé strict devant ou l'incliné. Et j'ai dit non, il y a des mouvements intermédiaires qui vont peut-être être plus adaptés. Donc l'angle de travail doit vraiment être adapté en fonction de l'individu. Et ça, il faut le comprendre. Comme la Hmm. descente doit être adaptée en fonction de l'individu à cause de la longueur des segments qui sont variables d'un individu à l'autre. Tu vois. Toucher le sternum, c'est sympa, mais c'est pas valable pour tout le monde. Tu vois, c'est ça. Et donc, on a parlé de l'arrière, l'avant, et il y en a un qu'on n'a pas abordé, et pourtant, beaucoup de gens veulent que ce soit la partie la plus développée, c'est le milieu, la partie externe, celle qui donne la largeur de face, qui fait Voilà. qu'on a l'impression d'être large de face et de dos, d'ailleurs, les deux. Et la largeur de face, elle peut aussi être donnée par le deltoïde, le faisceau postérieur. Les gens ne le savent pas. C'est vrai. Et le triceps, donc triceps Triceps. aussi. Attention, parce qu'il vient tout pousser et il t'augmente. Le deltoïde postérieur, c'est vraiment le truc qui te donne, dès que tu es légèrement de trois quarts, mais à peine, d'un seul coup, on a l'impression que tu es très large. Donc, OK, de face, c'est les faisceaux péniformes, latéraux, qui sont faits pour stabiliser les deux mouvements, on va dire l'antérieur qui est très puissant, hein, bien sûr, mais les péniformes, c'est un ensemble de petits faisceaux en forme de peigne, hein, en forme un peu comme des plumes, si tu veux, tu vois, de peine de plume, hein, tu vois, avec Bien des sûr. fibres très puissants, puisque c'est un ensemble de petites fibres très courtes qui poussent toutes d'un coup. Donc, c'est des petits muscles extrêmement puissants, mais sans grande mobilité, mais qui sont faits pour stabiliser. Alors ça, le deltoïde, le faisceau postérieur, les faisceaux postérieurs, qui varient en forme, hein, et en nombre selon les individus. Hein, c'est vraiment très, très variable en fonction de ta génétique. Tu as un gros bloc devant en général, surtout un bon bloc derrière, mais là, tu en as plein de petits qui sont tous les uns à côté des autres, tu vois, en forme de plume. Et cela, il faut justement trouver les angles exacts pour les travailler. Donc, en général, tu es obligé, quand tu bosses ça, de faire de l'élévation latérale, soit au câble, tu vois, soit aux haltères, en modifiant à chaque fois, tu vois, l'orientation pour pouvoir trouver le bon angle qui te correspond. Donc, il faut faire très attention quand tu les bosses, hein, puisque chacun est différent. Hein. Et puis, tu n'es pas obligé de remonter jusqu'en haut, parce que si tu remontes jusqu'en haut, hein, on arrive toujours au problème chez certaines personnes, hein, ça cogne. Et à force de cogner, on s'irrite. Le développer les élévations latérales, c'est souvent un mouvement qui va générer de terribles blessures aux épaules, puisque pour solliciter ce muscle, on est obligé de faire de la série longue, en général. Hein. La série longue dit beaucoup de frottement et dit beaucoup d'usure, surtout qu'on n'est pas fait pour ça, tu vois. Et puis, Donc, je trouve que quand tu travailles lourd sur ce mouvement, tu as un vrai problème qui est l'intervention du trapèze supérieur parce que tu as du mal à finalement déceler si tu lèves le bras plus que si tu hausses l'épaule. oui. Donc, le mec, Tu il vois? lève le bras, et Il après, hausse hop, l'épaule. il hausse Voilà. l'épaule, c'est la fin. Alors, il y a des mecs, alors moi je dis, hein, c'est pas grave de faire un mouvement bâtard Non, pourri. non, Hein. non, moi je le fais. Moi je le fais lourd parce que j'ai pas de problème à développer. Je le fais, je fais les deux en même temps. Moi j'y Mais vais jusqu'à 30. si tu veux Tu vois, isoler, je mets 30, c'est un truc de bourrin. Mais je le oui, sens à 30 kilos. Il est oui, tu horrible le mon sens. bout. Voilà. Non, moi aussi. Non, non, mais je suis d'accord. Et en C'est même pas temps, faux. mes deltoïdes. Mais si je veux isoler bien, bah, je fais du léger et je pompe. Tu Ouais, vois, et j'ai pas besoin de c'est monter ça. très haut. Bah, hop, je pompe et puis je me penche un peu en avant, tu vois, pour avoir le démarrage aussi. Puis je pompe comme ça. Alors, tu peux te tenir, voilà, j'ai une lampe, ça tient pas, mais tu te tiens une machine, tu prends un truc léger, tu montes en série longue, comme on voit les bodybuilders, devant, derrière. C'est des mouvements qui peuvent se travailler dans tous les sens, en série longue jusqu'à une sensation de brûlure quasiment, tu vois. C'est pas un muscle qui est fait pour travailler lourd, c'est un muscle qui est fait pour ajuster des mouvements de montée, tu vois, pour aller chercher quelque chose, tu vois, ajuster même un lancer, tu vois,
ajuster un coup de poing, ça te travaille. C'est pour ça que les boxeurs, ils sont tout le temps en train de bosser, tu vois, avec des petits haltères. Ça travaille en isométrie parce que c'est un muscle qui permet de maintenir aussi dans tous les sens l'épaule. Les boxeurs ont de grosses épaules souvent, tu vois. Les nageurs Oui. aussi, d'ailleurs, c'est un muscle qui intervient dans tous les sens. Mais les faisceaux latéraux, c'est vraiment des muscles péniformes en forme de peigne, un ensemble qu'il faut travailler dans tous les sens en fonction de ta morphologie. Après, tu trouves l'angle. Hein. Donc, tu peux le faire léger, tu peux le faire au câble, le câble qui passe devant. Hein. Les mecs font le câble un peu derrière, ça fera un peu plus l'avant. Il faut vraiment choisir le mouvement qui te va bien. Tu les essayes tous. Moi, j'aime bien le faire pencher en avant, je le sens vachement, tu vois, parce qu'en général, ça bloque au démarrage, j'ai un gros dorsal, donc je pars un peu. Mais si je me mets un peu en avant, ben, je me sens mieux pour le démarrage et je le sens vachement. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, j'abuse. Il faudrait que je le fasse, tu vois, parce que moi, je laisse un peu Qu'est-ce tomber. que tu penses de le faire coucher sur le banc comme Arnold? Tu vois comme Arnold le C'est faisait? pas mal. Et objectivement, je le sens bien comme ça. Mais le Ouais, je problème, trouve c'est qu'il que faut que je me mette sur un banc, ça me fait chier, tu vois. ouais, c'est Mais chiant, je le mais sens pas mal. je trouve que Faire devant, voilà, arrière. c'est ça, c'est Et ça. le problème, c'est qu'il est vraiment péniforme, tu vois. Mm, mm, Donc, mm. en fonction des gens, l'orientation de ces petites films va vraiment varier d'un individu à l'autre. Ouais, et Donc, c'est multivariante en fonction de ta morphologie et l'insertion de ton deltoïde voilà, c'est latéral, vraiment une recherche personnelle deltoïde tout court. pour pouvoir trouver ce qui te va bien. C'est terrible à dire. Donc, nous, on fait des programmes, on vous explique tout ça, mais on vous dit aussi, c'est à toi de rechercher à cet endroit-là l'angle qui te va le mieux. Ne fais pas comme ton Mm. voisin. Il faut que tu cherches. Et je ne suis pas là pour regarder non plus, tu vois. Il faut réfléchir quand tu t'entraînes aux sensations. Si tu sens pas le bon muscle, c'est pas normal. Si tu sens que l'avant, tu vois que le milieu congestionne pas, qu'il se passe rien, c'est pas normal. C'est pas normal, tu vois. Et c'est vraiment un muscle en plus qui peut générer à la longue des inflammations, des tendinites et après des ruptures. On ne fait pas une rupture du deltoïde. Hein. C'est rare de s'arracher un morceau de deltoïde. Il faut voir l'attache du deltoïde sur un os, tu vois, ici, tu Non, vois. ça va Ça, être plus des blessures, comme tu l'as dit, regarde, d'origine c'est tendineuse. Ouais, on ça va appelle le être V plus tendu. deltoïde. Tu vois, c'est une grosse attache musculaire qui ne s'arrache pas en général. Mm. Je sais pas, j'ai jamais vu d'arrachement du Non, deltoïde. moi non plus. Que des blessures tendineuses articulaires. J'ai vu des blessures, des muscles qui sont dessous. On appelle les muscles à la coiffe des rotateurs. Hein. Supra, infra. Voilà. J'ai jamais vu. Et quand le mec a mal à l'avant du deltoïde, comme on dit, il a mal au biceps. Tu vois, Biceps, ouais, ouais, c'est ouais. j'ai rarement vu des mecs avec des douleurs au deltoïde. C'est très rare. Ça n'existe Mm. pas quasiment. Non, Tu c'est vois. articulaire ou ouais, tendineux. Mais euh, je pense que beaucoup de gens ont du mal à développer le milieu de l'épaule. On va vulgariser comme ça. Parce que sur les mouvements qu'ils font, ils sollicitent beaucoup l'avant finalement. Ils C'est trouvent pas le bon angle et ils travaillent l'avant systématiquement. Et aussi parce que on expliquait là qu'on fait les élévations latérales en mode bourrin, mais je pense que beaucoup de gens, quand ils le font en mode bourrin, au lieu de faire comme nous et de travailler à la fois le milieu et le trapèze, se mettent à travailler l'avant parce qu'ils transforment, tu sais, en élévation frontale en ouais, fait. Tu vois, ouais, je trouve que c'est l'erreur la plus courante, c'est de ouais. transformer ces élévations latérales. Voilà, tu Vraiment, finis comme ça. Ouais, ouais, voilà. c'est ça. Alors ça marche aussi. Moi j'aime bien. Toi tu fais les Oui. élévations frontales devant et tu tires comme ça. Tu vois, comme tu peux mettre les poids légèrement derrière et tirer, à toi de sentir l'angle qui te va bien. Par contre, il faut faire très attention. Moi, je dis tout le temps de faire très attention parce que c'est vraiment l'élévation latérale, le mouvement qui te flingue l'épaule. Mm. Parce que c'est de longues répétitions avec un processus d'usure. Tu vois, on Mm, monte, on mm, frotte. mm. Et on est limité par la voûte ostéofibrose, hein, acromio-coracoïde. Tu vois, D'où l'intérêt finalement de ne pas chercher inutilement à monter trop haut alors. non, non, ça sert à rien, tu vois. Il faut le faire comme tu le ressens, tu Oui, vois. une fois que tu sens Et, la contraction les bras tendus, maximale, tu peux faire les bras tendus avec des poids légers, mais tu peux aussi faire les bras légèrement fléchis, ça pose pas de problème, c'est comme tu le sens. D'ailleurs, tu as des machines, tu sais, tu te mets, moi je les ai jamais ressentis, les machines comme ça. Je n'y arrive pas, je sens pas. Tu as des machines, tu te mets là, tu as les bras fléchis, puis tu montes latéralement avec des boudins à cet endroit-là, tu vois, c'est pas bah, moi mal. je les sens qu'à une condition, c'est de ne pas mettre la main comme ça et de utiliser la machine en gardant le bras tendu. C'est-à-dire que je Ouais, mets pas la main dans la poignée, mais je tends les bras et le ouais, poids est uniquement sur le coude, tu vois. ouais, ouais. Si Bah, je parce que fléchis, tu vas changer l'orientation de l'humérus, c'est tu ça, vois. Toujours trouver l'orientation de l'humérus, tu vois. c'est ça. Et c'est pas évident. C'est pour ça que le câble, c'est aussi une bonne alternative, tu vois. C'est pas mal le câble, parce que c'est une tension continue aussi. Le câble, c'est sympa. Tu Ouais, mets c'est un poids meilleur donné, étirement, meilleur contrôle. le, Ouais, le ouais, poids n'arrive pas
Alors que quand tu es, aux haltères, le moment varie, tu vois, et plus tu es éloigné du corps, plus la charge ressentie sur le muscle est important, tu bien vois. sûr. Mm, C'est le problème. Alors que le câble, c'est toujours quasiment le poids du bras, ouais, qui se rajoute, on va dire. C'est la mécanique de base, hein, mais c'est toujours le même câble, la même tension, la même poulie que tu as derrière. mm, mm. Donc, c'est pas mal aussi. Donc, élévation latérale, c'est bien, tu vois, en sachant que plus tu es loin, bah, plus c'est lourd. Donc, il faut faire varier les poids. Hein. Commence léger, finis lourd, redescend. Tu vois, tu peux faire des variations. Le truc, c'est de faire beaucoup de variations. Hein. Tu commences léger en série longue et puis tu termines en série courte parce que ça sert aussi. Hein. Lourde, hop, latérale, tu montes jusqu'à 30 si tu es ou même 35, même plus si tu es un strong, tu vois. Et puis après, tu redescends et tu travailles en léger, comme on voit beaucoup de bodybuilders se faire des noix de coco, là, de chaque côté, en travaillant avec 5-6 kilos. Tu en vois, hein, et ça Mm, mm. marche. Parce que c'est un travail d'isolation, de récupération sur des petites fibres qui sont faites pour stabiliser. Tu vois. Ouais, C'est moi, intéressant. je n'ai jamais mis plus de 20 kilos à ce mouvement, même quand je faisais 107 kilos vraiment développé, hein, jamais. Pas Alors que pour moi, tu bien vois, isoler, quoi. moi Toi, t'es un j'isole en. bourrin, toi. Toi, t'es un Ouais, bourrin, tu mets 50 kilos développé, beaucoup, cœur de marteau, toi. j'y arrivais pas, je les ai repris. Je mets 30 kilos des fois, 32. Ouais, c'est trop, J'ai un trop, mouvement immonde. t'es bourrin. J'ai un mouvement immonde, mais je peux te dire qu'après, je sens l'épaule, tu vois. C'est horrible. Alors je Tu dis, ne vas, faites pas comme moi. Ne faites tu surtout vas, pas comme moi. tu vas venir, on va s'entraîner, on va faire cœur de Ah ouais. marteau et élévation latérale. Non, mais moi, les mouvements pourris, ça marche hein, chez moi. C'est Ouais, horrible. je C'est pas sais. mal. Ah, le mouvement, l'amplitude. Et j'ai mon copain suisse, pareil, il me dit, ah putain, l'amplitude de merde, mais ça va. Je dis, moi aussi, tu vois. Après, je fais de l'isolation aussi, bien sûr. Hein. Des fois, c'est comme ça, la génétique. Ah, c'est la génétique. Hein. Essayez, vous pouvez essayer du mouvement pourri. Hein. On ne vous interdit pas. Ce qu'il faut, c'est pas faire de mouvement qui vous blesse. Ouais, pas dangereux, il y a une différence entre les deux, bien sûr. Avec Instagram, on a le droit à tous les accidents. C'est sympa. Et on me les envoie, et j'y revois, et puis j'ai mes pubs pour mes livres sur les blessures dessus. Je montre le livre sur les blessures, surtout C'est alors un aux pecs. slogan. Les, Blessez-vous, ça crée des bouquins. voilà, les pecs qui lâchent, tu vois. Putain. C'est quoi le Et prochain livre là? là, je fais un livre sur l'évolution humaine. Ok. Je sens qu'en ce moment, c'est un sujet qui te passionne. Bah, parce qu'il faut que je termine le livre, là. J'ai quelques dessins à faire. Je termine mon Australopithèque squelette, parce qu'il faut quand même bien le monter. L'outil ChatGPT est formidable. Par exemple, je ne me fais pas chier à dessiner des images. Il m'a sorti, tu vois, parce que je prompte bien et je lui fais faire les bonnes rectifications. Il m'a sorti de magnifiques mains d'Australopithèque tenant un bâton, tu vois, et d'autres d'ancêtres Australopithèques, donc ancêtres communs chimpanzés humains, tenant un bâton pour montrer la différence de prise. Tu vois, qu'il y en a un qui tient fermement et l'autre, ça bouge, tu vois, parce qu'il grimpe aux arbres. Donc, c'est vachement intéressant. Ça permet de quand même d'aller extrêmement vite. Par contre, si je veux faire un squelette, il n'y a aucune donnée. C'est moi qui suis obligé de les reconstituer. Donc, il est mauvais, quoi, tu vois. Il n'a pas de données en mémoire pour faire un travail, ChatGPT. Donc, je suis encore obligé de me farcir un long travail laborieux de représentation d'Australopithèque en squelette, parce que Sterk Mountain Laboratoire euh, Julien Benoît a eu la gentillesse d'aller photographier le squelette et me les envoyer parce que je lui ai demandé, tu vois, parce qu'autrement j'avais zéro documentation Ah ouais. là-dessus. Tu vois. Ah oui, il bosse en Afrique du Sud et c'est un brillant paléontologue. Comme pour Ok. faire toutes les représentations et les recherches sur les gorilles et les chimpanzés, j'ai eu quand même la chance d'avoir comment il s'appelle, Van Hagen et son exposition qui nous ont autorisé à photographier entièrement sur toutes les coutures. C'était interdit. Hein. On a fait une demande, on y allait, on a fait 500 km et on était les premiers, d'ailleurs on est quasiment les seuls, à voir toute l'anatomie du gorille, qui est un arboricole, un quadrupède arboricole, donc qui est un primate assez proche de nous, mais adapté à d'autres déplacements. Tu vois, donc Ok. on peut comprendre l'évolution du deltoïde particulièrement postérieur, puisque le postérieur a modifié son orientation avec la bipédie, tu vois. Comme tu Et, l'as dit tout à l'heure. et alors qu'il était incliné vers le bas, tu vois. Un, pour tirer, pour marcher, donc rééquilibrer la marche et en même temps lancer. Et au départ, il était fait pour grimper dans les arbres et se déplacer au sol. Et très puissant pour grimper dans les arbres. En plus, un gros bloc. Tu vois, comme le deltoïde antérieur du gorille est énorme. Et du chimpanzé aussi. Les chimpanzés ne sont pas larges d'épaule avec des très gros deltoïdes, si tu remarques bien. Parce qu'ils font des mouvements de circonduction. Tu vois. Donc, ils ne sont pas très larges d'épaule, mais ils ont des énormes deltoïdes. Et
absolument pas de couverture, pas d'acromion couvrant, un grand espace entre l'articulation huméro-scapulaire, tu vois, et en même temps une orientation de l'omoplate. C'est pas que l'omoplate, l'omoplate est déjà orientée comme ça, mais en plus, l'articulation ici est légèrement orientée vers le haut. Donc, tu vois, c'est des adaptations. Nous, on a complètement modifié tout ça. Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant à comprendre. Très intéressant. On est quasiment à 2 heures, plus de 2 heures là, je crois, sur les épaules. Est-ce que tu as encore des choses à dire sur les épaules ou pas? Je Je dois crois en qu'on a avoir fait le plein, mais tour, hein. à chaque fois, j'oublie. On a l'infra-épineux, mais l'infra-épineux, Après, pas de panique pour les gens. On pourra refaire des épisodes sur chaque muscle pour compléter ce qu'on a dit, hein. On n'a pas de limite. On pourra répondre même aux questions. On peut faire des questions-réponses. On je crois que aura le temps de. l'infra-épineux, si je me souviens bien, on le bosse bien sur le côté avec le mouvement d'Arnold, tu vois. Puisqu'il va être mis dans une telle position, c'est lui qui va amorcer un mouvement assez difficile, tu vois. Arnold n'est pas mauvais hein, dans ce qu'il a testé et ce qu'il a fait. Il a fait l'encyclopédie du bodybuilding, c'est pas que lui qui l'a écrit, mais c'est quand même, il l'a supervisé généralement. Et c'était un précurseur, donc il y a des trucs intéressants. Tu vois, le mouvement d'Arnold en épaule, c'est couché sur le côté en élévation, ça te fait Ouais, bien. je vois, c'est ce que je parle, c'est celui de site dont je te parlais tout à l'heure. Ça te fait bien le démarrage de l'infra, tu vois. C'est pas mal, tu vois. C'est bien. Alors que quand tu es penché en avant comme ça, tu vois, dans l'autre sens, tu vois, en tenant et en faisant du câble ou de l'haltère, bah, tu vas directement taper sur le deltoïde, tu vois. Dans un bon angle, en général, c'est assez agréable, tu vois. Avec un moment qui est différent, c'est-à-dire que tu vas avoir on va dire une courbe de force différente que quand tu commences verticalement. Alors, il faut Hmm. les faut le sentir. Il y en a qui disent, ouais, c'est pas bien. Bah, moi, j'aime bien, tu vois. Tu te penches sur le côté, tu démarres et tu fais la fin du mouvement, tu vois, comme ça. Tu pars à un certain moment, tu n'as pas besoin de commencer tout en bas, hein, c'est l'infra. Hein, tu fais juste du deltoïde et tu remontes comme ça, et c'est bien en série longue. Et ça, c'est particulièrement efficace aussi. Mais il faut voir si ça te marche. Puis moi, j'aime bien faire des élévations latérales, les poids en avant, et puis légèrement sur le côté, comme ça, comme un bourrin, tu vois. Et ça, j'adore, tu vois. Et puis il y en a qui les mettent sur les côtés, là, c'est bien aussi, léger, tu remontes latéralement très strict, tu vois. Ah, ça me fait penser, on n'a pas parlé du rowing menton. Qu'est-ce qu'il en est du rowing menton pour toi? Moi, je le sens bien. Je le sens bien, mais moi, je le sens bien. Je dis moi, hein, puisque c'est moi qui parle, c'est pas mal. On arrive à se faire énormément le deltoïde, puisque regarde, les haltéros ont des épaules énormes. Hein. C'est même les strongs. Un véritable mouvement pour développer trapèze supérieur, tu vois, et deltoïde en même temps. C'est une espèce de mouvement complet qui est sympa à utiliser. Alors, c'est un très bon complément aussi en sport de combat. Ça te permet de soulever un mec. Tu vois, ça, c'est des mouvements typiquement utilisables en complément de certains sports, tu vois, comme le strong ou la lutte pour soulever un mec, tu vois, au sol, tu vois, un peu comme il y avait comment il s'appelle, le mouvement à la mode avec la barre dans le bras où on fait Zercher les squat, non? C'est pas ça? exercices squat, qui est un truc issu de la lutte en vérité pour décoller un mec au sol, tu vois, quand il est en position de repli, tu vois. Donc c'est pas mal, tu vois. Oui, ils appellent ça Ah oui, c'est Zercher squat, c'est ça? Ouais, c'est ça, hein. Décoller un mec du sol en position de tortue, tu vois. Mais bon, c'est pas mal. Ouais. Par contre, le tirage horizontal, le tirage vertical, c'est excellent. Alors, tu peux le faire à la Smith Machine. C'est un très bon mouvement pour bosser globalement. Alors, moi, je sais que quand je le fais, je suis bien, j'aime bien le faire à la Smith Machine. Alors, je le fais plus maintenant parce que j'ai un problème de dos. Moi, pas au soulevé de terre. On m'a vu au soulevé de terre de 120 en série, je suis facile. Hein. Mais j'ai un problème de dos quand je redresse trop. Et là, j'ai une côte qui sort. J'ai une côte qui bloque. Alors, c'est chiant. Donc, je ne le fais plus à cause de ça, ce qui me fait de la peine parce que je me faisais des épaules herculéennes avec ça. Tu vois, je tirais verticalement des poids énormes, tu vois, et alors d'un seul coup, je prenais du trapèze, deltoïde antérieur et faisceau externe du deltoïde, tu vois. Et ça, c'était excellent. Donc, on peut l'essayer, ça peut être ajouté à un mouvement, c'est pas mal pour tout ce qui est les mouvements de MMA, tout ça, pour avoir des espèces de mouvements dynamiques, hein, pour pas être un pauvre type. Des fois, tu soulèves un mec pour le balancer, le faire tomber, hein, et après aller l'étrangler ou le cogner au sol. C'est vraiment des mouvements dynamiques de prépa sportif, tu vois. Alors, tu fais soit serré, soit large, tu vois. Et ça c'est bien. Alors, serré, c'est plus trapèze, hein, je pense, c'est ça. Hein. Et large, c'est plus les deltoïdes. Mais bon, en général, ça bosse les deux à la fois. C'est des mouvements qui sont très bons, mais ça enclenche aussi, bien sûr, les lombaires, les abdos et tout le corps. Hein. Donc, on peut dire que c'est un mouvement global à faire au début pour se mettre en forme, pour avoir une espèce de forme générale. C'est bien parce qu'en même temps, ça te permet de soulever des caisses, de soulever ta copine. Elle dit soulève-moi. C'est une expression. Tu connais, c'est les jeunes qui disent ça. En général, ils disent pas ça. Tu soulèves pas avec le deltoïde antérieur, quoi.
Ah ouais, c'est ça? Merde. Ouais, non, non, c'est pas, Ouais, tu penses comme ça. ah ouais. Il m'a soulevé en général, il m'a soulevé Non, non, mais ça littéralement, arrive quoi. quand même, puisque tu prends comme ça, tu vois, bon, après tu Ouais, reposes, ouais, ouais. Je suis pas, et ouais, tu bloques. je suis pas sûr que Non, ça mais veut dire ça, mais des mouvements qui sont très utiles dans la vie de tous les jours, on va dire, ouais, tu ouais. vois. Je suis pas, ouais, ouais, et ouais. Ouais, ouais, et c'est très bon comme mouvement, les tirages Rowing, verticaux. tirage Les menton, rowing. mentons, tu peux Mm, les faire au terre, tu peux les faire, ça demande plus de stabilité, bien sûr. À la barre, c'est parfait parce que t'es bien guidé par la barre. Et à la Smith Machine, c'est quasiment mieux, tu vois, des fois. Mais bon, l'avantage de la barre, c'est que ça peut permettre de donner un petit coup au démarrage de lombaire pour pouvoir monter plus rapidement. Alors, c'est des mouvements qui sont trichés, mais on s'en fout un peu, hein. Le principal, c'est d'avoir du résultat, tu vois. Ça permet d'amorcer le mouvement et de terminer puissamment sur la fin du mouvement plutôt qu'être d'être bloqué au milieu parce que tu n'as pas assez de force. Donc, on peut faire du strict tirage, hein, prise moyenne, prise plus mm. large, prise serrée, ça dépend. Tu engageras plus les trapèzes, tu vois. Les biceps aussi, ça marche, hein. Et prise large, c'est pas mal pour le deltoïde. Alors, bien sûr, en très lourd, hein, comme on disait, prise large, tu peux avoir un arrachement de la partie intérieure du biceps. C'est le seul moment où tu vas t'arracher la partie antérieure du biceps, donc la courte portion, on appelle ça là, chef court, Chef quoi. le chef court. Ouais. Il y a un seul exo où il y a un seul exo où tu vas t'arracher le chef court du biceps qui normalement il ne s'arrache jamais, c'est-à-dire que la plaque tendineuse que tu peux voir ici chez les champions, hein, c'est des fibres qui vont s'arracher sous la plaque tendineuse, hein, il s'accroche sur la pelvis coracoïde, hein, il devait être très gros là, donc il est un peu abîmé, hein, en plus, c'est d'être un gros truc, hein, donc il meurt. Et c'est en faisant le tirage vertical lourd, tu vois, large. Ok, ok. C'est Très altéro. intéressant. C'est des blessures qu'on va retrouver chez les altéros ou chez les bodybuilders qui ont fait du tirage lourd, mais Mm. le tirage lourd, c'est parfait pour faire des épaules, du biceps, du trapèze, du deltoïde en large, deltoïde faisceau latéral. C'est très bien aussi, hein, Mm. et antérieur. C'est un mouvement que j'aime bien. Si je pouvais le refaire, hein, je le referais, mais je ne peux plus. Je suis vieux. Non, j'ai une côte qui a sauté. C'est l'avantage de l'âge, c'est que tu te limites parfois par des blessures qui restent Donc là. tu vas Bon, devoir soulever sans rowing menton pour le mot de la oui, fin. mais je peux faire du soulevé de terre lourd, j'ai pas de problème. Tu peux Après, soulever tout ce que tu veux. je peux soulever tout ce que je veux, à vrai dire. Mais bon, les tirages, je fais du tirage vertical, il n'y a pas de problème, hein. Tu vois, je vais plus pouvoir monter à 110, 120, 130, 140, comme quand j'étais jeune. C'est terminé. Ah ouais, quand même. Bah, c'était mon altéro, hein, que je faisais sans épauler. Et je me faisais tout Mm. de suite trapèze épaule énorme. Les Ah bah altéros oui, sont tu courts. m'étonnes. Et puis tu Tu prends un m'étonnes. démarrage, tu montes en vitesse, je peux te dire que d'un seul coup, tu te fais deltoïde trapèze. C'est vraiment des mouvements sympas, tu vois. Mm. Et bon, Est-ce qu'on a fait le tour sur les épaules là? Je pense qu'on a fait le tour. On a été complet. De toute façon, les gens auront toujours des. bah, il y a quand même les mouvements, tu sais, des fois, les mecs penchés en avant avec les haltères, l'oiseau avec haltères, on n'en a pas parlé. C'est pas mal, mais c'est des mouvements d'isolation pour faire le faisceau postérieur du deltoïde. C'est des trucs que tu peux rajouter, mais il y a tellement de faisceaux dans ce muscle qu'il y a beaucoup de mouvements aussi, tu vois. Donc, Après, en fait, ce qu'on a expliqué, c'est les principaux mouvements. Et après, il existe une multitude de déclinaisons. Les élévations frontales, on peut faire à la barre. Comme tu viens de dire, tout l'oiseau, on peut le faire aussi bien assis que couché sur un banc, que debout avec une poulie, que à quatre pattes, comme le Mount Gundil aussi, au câble, à quatre pattes. Il y a énormément de variantes. il y a le deltoïde postérieur, les mecs peuvent le travailler aussi comme ça, tu vois, vers l'arrière, tu vois. Hum, hum, hum. Il y a un câble, des fois ils le sentent, tu vois. Moi, je le sens mieux avec le mouvement de l'autostoppeur. Mais quand on parlait, pour que les mecs comprennent un peu, tu vois, je te montre, hein, quand on parlait de l'orientation des deltoïdes, tu vois, regarde le gorille, On va mettre les schémas dans la il y a vidéo. le deltoïde qui part vers le bas, et l'autre, il a le deltoïde qui part vers le haut, tu vois. Mm, L'autre mm, part vers le haut, et le gorille, il part vers le bas. Donc, deux fonctions vraiment différentes. Alors, je mm. l'avais mis, moi, dans mon bouquin, j'ai mis dans l'éveil des consciences, c'est là-dedans, et dans le guide de mon musculation. Et ce qui est marrant, c'est que il y a un an et demi, je vois les nouvelles études. Alors, c'était pas le collège, c'était le Collège de France. Ils avaient fait tout un cursus avec biomécanique du sport. Et ils avaient invité les gros labos américains qui venaient de faire des découvertes sur les gorilles en montrant les deltoïdes postérieurs qui n'avaient pas le même angle et sur les grimpeurs et les hommes. C'est formidable, oui, sauf que c'était moi qui avais fait, qui avait déjà tout expliqué dans mes bouquins, tu vois. Mais bon,
n'étant pas universitaire, j'ai pas accès à ça. Alors, les Oui, oui, universitaires m'étudient, puisque je suis au MIT. Tu vois, je suis dans toutes les écoles qui vont avoir besoin de représentation anatomique dans tous les sens et d'avoir une base sur la compréhension du corps humain. C'est bien sûr le guide des mondes de musculation dans le monde entier. Tu vois, c'est des dessins, non, c'est pas des dessins. Il y a énormément de textes dedans, tu vois, en vérité. Mais bon, évidemment, je suis connu par mes dessins, mais rassurez-vous, les mecs, les textes ont le niveau de mes dessins. Tu vois, c'est ce que les mecs ne savent pas, tu vois, comprennent pas. Ils dessinent bien, oui, mais j'écris aussi bien. C'est-à-dire que des mecs qui dessinent C'est bien vrai comme que moi, il y en a. j'ai vu un mec qui avait mis ça, c'est juste un dessinateur. Bah, oui, mais bon, j'explique quand même que j'écris sûrement aussi bien, si ce n'est pas mieux, que je dessine. Mais comme je dessine mieux que tous les autres, les mecs pensent qu'il n'y a que les dessins. Non, mais j'écris aussi très bien. C'est ça, tu vois. Et même mieux, tu vois. J'écris mieux que je ne dessine. C'est te dire le niveau que j'ai. Sauf que les mecs voient que les dessins, puisque des mecs bons en dessin comme moi, il n'y en a pas. Et des mecs qui écrivent bien, il y en a pas mal, tu vois. C'est tout. Bien, très bien. Merci beaucoup. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode sur les épaules, du coup. Sur ce, bonne nuit à tous, ou bonne journée, ou bonne matinée, Et et paix sur terre. paix sur terre et ayez des grosses épaules. Voilà, énorme. Voilà. Et ça plaît aux Ciao. femmes. Elles C'est adorent ça. ça. Tinder, c'est ce qu'elles regardent, hein. Et n'oubliez pas, hein, les habits des hommes, surtout dedans, on rajoute des épaulettes quand même. Regardez les costumes de Macron, hein, et puis il n'y a pas que ça. Regarde les militaires, ils ont des trucs avec des petites franges dorées, là, tu sais. Euh, Mm. c'est pour donner cette impression d'épaule large qui donne un côté de virilité, puisque c'est souvent donné par la testo, tu vois. Et bon deltoïde, et par le côté testo, hormone de croissance des mecs qui font qu'ils poussent en largeur et qu'ils ont en plus de gros deltoïdes. Et les femmes adorent. Et les hommes aussi d'ailleurs. Voilà. Parfait. Sur ce, bonne nuit à tous. Salut.